Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Allô tout le monde! Salut! J'espère que ça va bien! Oui, moi ça va bien. Je suis enfin pas mal remise de ma grippe. Je sens que... On dirait que je retrouverai jamais ma voix que j'avais avant. On dirait que je l'ai perdue pour toujours. Il y a un petit grincement, là, un petit gratouillis de fond de gorge qui s'en va pas, je trouve, mais... Peut-être que j'ai juste oublié comment je sonnais, puis j'ai toujours sonné de même. On est en train de muer avec vous autres. Exact. Ben, merci d'être là. Merci de nous écouter dire de la merde. Puis, en fait, ah oui, petite mini tranche de vie, là. Cré et moi, au moment où on enregistre, on est allé voir la game Canada contre USA à la cage au sport, la finale des Four Nations de hockey, puis c'était malade comme soirée. On n'est pas tant des fans de hockey, mais on est allé là avec nos amis, puis pour vrai, quelle soirée! Ouais, bravo, c'était une grosse soirée. Bravo Canada! C'est vraiment out of character, en fait, ce qu'on a vécu, là. Surtout pour moi, là, je suis vraiment pas fan de hockey, mais je me suis surprise à hurler au meurtre, à être contente. Genre, j'étais genre « Go Canada! » Genre, en tout cas. Hey, je huais l'hymne national américaine, mémorable. je hurlais, j'étais tellement... Je m'étais créé un personnage, là, genre, c'était de la satire, là, j'allais pas à ce point-là, les États-Unis. T'envoyais des là, fuck you à l'écran. Mais c'était drôle. C'était vraiment le fun, j'ai vraiment eu du plaisir. Vous nous direz si vous avez écouté la game, vous autres aussi? Si vous êtes des fans de hockey, ou comme nous autres, un peu moins, mais... Des imposteurs qui profitent juste... Ouais, c'est ça. De temps en temps. Moi, j'y allais pour le porcogne, là, puis les ailes de poulet, là, on va vous le dire. Ouais, là. ouais. Mais à la base, puis pour la fête de Louis, en fait. Ouais, c'est vrai, c'était la fête à mon chum hier, c'est pour ça qu'on est allé. Ça tombait bien. Lui, il tripe sur le hockey. Mais finalement, fucking nice. J'ai aimé ma soirée. Fait que voilà nos vies. Oui, et puis assez de... En fait, c'est pas vrai, on va niaiser encore un petit peu, on va juste rester dans la joie quelques instants de plus, on va faire un shout-out, comme d'habitude, oui. Et je vais te dire ensuite ma petite saveur du jour. Puis après ça suffit, les conneries. Exact. Le shout-out va comme suit. Salut les filles, je m'appelle Ali et j'écoute votre podcast depuis le tout début. Je l'ai même fait découvrir à ma blonde Myriam. Elle est maintenant aussi accro que moi. Et depuis, on attend toutes les deux impatiemment le dimanche. Nous habitons à Sherbrooke et souvent, on prend des rides à la crèmerie Coaticook en écoutant vos épisodes. Bref, on adore ce que vous faites. Vous êtes cool. Wow, quel concept. C'est bien hot. Oui! Trop nice. On l'a pas fait, d'ailleurs, encore, notre road trip à la Coaticook crèmerie. Il va falloir le faire l'été prochain. Ouais, pas le choix. To-do list 2025, on met ça. Mais salut Ali, salut Myriam, merci d'être des cornettes, de nous écouter et on vous aime full. Oui, coucou à vous deux. Puis on rappelle, là, les shout-outs sont fermés malheureusement. On déborde de shout-outs. Mais merci à vous deux, on vous aime full. Donc, ta saveur du jour, ma belle Chrissy. Ma saveur du jour, j'avais pas beaucoup d'inspiration quand j'écrivais mon cas, là, faut croire. Puis, ça va être bien plate comme saveur, mais je sais pas comment dire ça. Je pense que ma saveur, c'est comme pas une saveur du jour, c'est ma saveur du mois. OK. Parce que je trouve que le mois de février, c'est un mois un peu... Il fait fret, il y a les tempêtes de neige, tu restes en dedans. Tu sais, tu recommences à travailler, fait que là, t'es juste dans... Je sais pas, je trouve ça déprimant. Genre, tu recommences à travailler, t'as fret, il y a plus rien de nice, tu sais, t'as pas genre les fêtes au moins pour te dire que tu vois des amis de la famille, là. Fait que je trouve ça poche. Fait que j'ai décidé que ma saveur du mois, en fait, ça allait être la saveur vanille. Mais là, je sais que c'est bizarre pour certains parce que... Il y a des fans de vanille ici présents. Oui. Mais moi, j'en suis une. La saveur vanille, ouais, c'est ça. Mais c'est juste parce que pour moi, la saveur vanille, c'est plate. Puis je suis pas une grande fan, je suis vraiment plus team chocolat puis team artifice. Fait que la saveur vanille, c'est juste comme un peu boring, un peu déprimant. Et je décrirais mon mois de février un peu comme ça. Ben, je comprends. Je sais que c'est dole à dire,
Mais je suis sûrement pas la seule qui se sent un petit peu déprimée pendant cette période. Puis j'ai bien hâte que le printemps il s'en vienne puis qu'il fasse beau dehors. Fait que c'est ça. Puis mon histoire d'aujourd'hui, ben, elle sera pas super le fun non plus. C'est jamais bien le fun de toute façon, nos histoires, là. Je pense qu'on peut arrêter de le dire. Ouais. C'est pas drôle ce qu'on raconte. Puis mon cas d'aujourd'hui ne l'est pas non plus, même que au fil de mon écriture, je réalisais à quel point cette histoire me fâchait beaucoup plus que je le pensais au début. C'est un cas qui se passe vraiment près de chez nous. Je sais qu'il y a beaucoup de monde de la France qui nous écoute, là, mais tu sais, vraiment près du Québec, au Québec. Je me suis lancée dans un cas québécois, en fait, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, je pense. Ouais, depuis Cathy Gauthier, je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me disais, écoute, je trouve ça important d'en parler, même si c'est proche, même si c'est des fois un peu risqué, on sait comme pas trop comment gérer ça, genre est-ce qu'on doit comme faire appel à la famille, est-ce qu'on doit le faire malgré tout. C'est comme tout le temps un peu touché, je trouve, mais je trouvais que c'était vraiment important d'en parler, surtout parce qu'il y a quelque chose qui est quand même actuel. Vous allez le comprendre à la fin de mon épisode, là. OK. Il y a quelque chose qui est comme important en ce moment à faire par rapport à mon cas. Tout ça pour dire, je vais faire des petits trigger warnings tout au long de l'épisode. J'en ferai pas un gros au début, tu sais, je pense que de toute façon, il y a toujours des sujets un peu touchés dans nos histoires, mais je vais en faire de temps en temps pendant mon épisode quand je vais m'approcher des moments où c'est plus difficile à entendre. Donc, je sais pas si t'as déjà entendu ce nom, mais le cas que je te raconte aujourd'hui, c'est l'histoire de Christine Dubé. Je pense pas. Non, je pense pas que ça me dit quelque chose. C'est un cas qui s'est passé au début de la décennie 2000, en 2002 plus précisément. Puis ça va être un peu bizarre pour moi de dire ce nom-là à maintes et maintes reprises aujourd'hui, là, de dire Christine. Je pense que ça m'est jamais arrivé, tu sais, je connais vraiment pas d'autres Christine dans ma vie, fait que là, de le nommer autant dans mon épisode, on dirait que ça va me désensibiliser à entendre, je sais pas. Ouais, c'est rare qu'on dise notre propre nom à voix haute souvent, là. Ouais. C'est ça. Je vais nommer seulement son nom à elle, bien évidemment, et aussi un autre nom pendant l'épisode, mais pour le reste, pour ce qui est de tous les proches de Christine Dubé, de tous les gens qui sont comme impliqués dans l'histoire, je vais les laisser anonymes. OK. Donc, j'ai comme inventé des prénoms pour chacun des personnages pour les laisser dans l'anonymat. Premièrement, parce que il y en a certains d'entre eux qui sont déjà en processus de changer d'identité, changer de nom pour protéger leur sécurité à eux-mêmes. Ouais, my God. Puis les autres, ben, qui sont pas en processus de changer de nom, je veux quand même les protéger moi-même, pas dire leur nom, parce que vous allez comprendre à la fin de l'épisode que, c'est ça, j'ai des bonnes raisons de ne pas vouloir les nommer. Tout commence, en fait, le matin du samedi 17 août 2002. Donc, ça fait quand même assez longtemps. On est à Gatineau, dans la province de Québec. Et on a Christine Dubé qui se lève le matin et qui se prépare à aller au travail. Christine Dubé, ce qu'elle fait comme travail, en fait, c'est qu'elle est vendeuse de régime enregistré épargne-études. C'est quand même assez précis, là. Mais tu sais, mettons, quand un nouveau couple, quand un couple, a un nouvel enfant qui naît, puis là, éventuellement, tu sais, il veut mettre de l'argent de côté pour l'enfant, ben, il achète ce genre de régime-là pour mettre un montant d'argent comme bourse d'études, comme ça, quand leur enfant va grandir, ben, il va avoir mis de l'argent de côté. Je sais pas si ça, tu comprends. Ouais, un peu, oui. Beaucoup de parents font ça. Est-ce qu'ils font encore ça aujourd'hui? Je sais pas, mais je sais que, mettons, mes parents, ils avaient fait ça. Tu sais, quand je suis née, ils ont mis un certain montant comme ça plus tard, quand j'allais aller au cégep, à l'université, blablabla, ben, j'allais avoir de l'argent pour moi, tu sais. OK. Ouais. Donc, elle, c'était une vendeuse de ce genre de régime-là, à Gatineau. Et comment ça fonctionne, c'est qu'elle travaillait pour une certaine compagnie en particulier, une compagnie qui avait un kiosque dans un centre commercial pas loin de où est-ce qu'elle habitait. Puis, soit tu passais la voir en fait au kiosque, tu prenais rendez-vous avec elle pour avoir comme une consultation, acheter un forfait quelconque, ou sinon, elle faisait également des rencontres à domicile. Donc, tu pouvais téléphoner à la compagnie, puis Christine, elle, c'était une des agentes qui pouvait se pointer chez toi pour te parler des forfaits, des bourses, comment ça fonctionne.
Puis c'est ça. Ça peut paraître pas très prudent, là, mais tu sais, comme à l'époque, avec le fait que Internet, c'était tout nouveau, tout beau, tout frais, ben c'était encore à la mode de juste comme se pointer chez les gens puis de vendre certains services. Ouais. Vu qu'elle était une femme, ben souvent les femmes... Tu sais, c'était quand même sécuritaire dans le sens que les femmes, souvent, il y avait comme des stagiaires ou des assistants masculins qui venaient avec eux quand ils allaient à domicile chez les gens. Ah, ok. Comme ça, au moins, il y avait une autre présence. C'était pas juste une femme qui se pointe chez une famille par rapport, tu sais, un lundi matin. Donc, il y avait comme une certaine sécurité pour elle de se pointer avec comme son petit stagiaire homme, là, qui avait quasiment le même âge qu'elle. Ça lui donnait une formation en même temps, puis elle, ça la rendait un petit peu plus sécure. D'ailleurs, elle a quel âge? Elle a 30 ans. OK. Donc, comment qu'on la décrit, Christine, mettons juste moi en regardant sa photo, là, ben c'est une jeune fille de 30 ans, elle est super belle, elle a l'air full souriante, full, tu sais, pleine de vie, puis on va avoir éventuellement comme plus d'informations à son sujet, je vais vous en reparler. Mais bref, ce matin-là, elle se réveille, elle donne un petit bec à son mari, que je vais appeler Steve pour le restant de l'épisode. C'est pas son vrai nom, comme je le disais. Et puis, elle va dire comme bonne journée à son mari, puis elle va s'en aller à son rendez-vous. Parce que ce matin-là, ce samedi matin-là, en fait, elle avait un rendez-vous à 10h chez un client. Donc, à domicile, chez quelqu'un. Puis, elle se rendait là avec son stagiaire. Sauf que là, elle part pour son rendez-vous de 10h et à 11h30, il y a un message qui est laissé sur le répondeur de Christine Dubé pour dire de la part, en fait, du client qu'elle devait voir à 10h. Puis le client, il dit, ben écoute, il est rendu 11h30, t'es pas là, t'es pas venu au rendez-vous. Ouais. Puis là, il fait juste laisser un message en disant comme « Ben écoute, moi, je t'attendais à 10h, là, il est rendu 11h30, j'ai vraiment pas rien que ça à faire attendre, fait que laisse faire, tu sais, si t'entends ce message-là, fais juste pas te pointer au rendez-vous, bye. Genre, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Donc là, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Christine a quitté la maison, a dit bye à son mari qui s'appelle Steve, et entre le moment où un message a été laissé dans son répondeur comme quoi elle ne s'est jamais présentée. Comment qu'on va savoir que y a de quoi de louche dans l'histoire? C'est vraiment lorsque la fille de Christine, une jeune fille qui a à ce moment-là seulement 11 ans, elle va réaliser en fait que sa mère, elle vient pas la chercher chez ses grands-parents. Donc elle, la jeune fille de Christine, que je vais appeler Sophie pour le restant de mon épisode, elle est chez ses grands-parents, elle a passé la journée là. Pourquoi? Ben parce que Christine, elle s'en allait à un rendez-vous le matin, puis Steve, lui, il travaillait comme de soir / de nuit, c'est pas trop précisé dans l'histoire, mais bref, il y avait pas de... Ouais. C'est ça, ce samedi-là, il était pas à la maison, les deux, à un certain moment. Donc, elle a envoyé Sophie se faire regarder chez ses grands-parents. Puis, elle lui a dit, ben écoute, moi, je fais mon rendez-vous, je finis ma petite paperasse, puis je viens te chercher en fin d'après-midi chez tes grands-parents pour te ramener à la maison. Sauf que là, tu sais, la fin d'après-midi arrive, puis Sophie, elle se rend compte que sa mère, elle vient pas la chercher. Puis, genre... tu sais, qu'est-ce qui se passe? Elle essaye avec ses grands-parents de téléphoner à sa mère. Pas de réponse. Donc là, au début, ben le premier réflexe, c'est comme paniquons pas, là. Les grands-parents, ils sont genre, ben écoute, Sophie, c'est pas grave, tu sais, on va te faire à souper. Reste à souper à la maison, puis on va réessayer de rappeler ta mère, là. Elle doit avoir eu un imprévu ou quelque chose, tu sais. Rien d'alarmant. Donc là, prépare le souper, sert à souper, soupe tout le monde ensemble. Là, entre-temps, il décide d'appeler une autre fois Christine pour savoir comme, puis... t'es-tu rentré à la maison? Y a-t-il quelque chose qui fait que t'as pas pu te présenter? Elle répond toujours pas. Donc là, première des choses, ils vont commencer à l'appeler plus fréquemment. Donc au début, c'est comme, ils ont fait un appel, 1 heure plus tard, ils ont rappelé. Là, c'est rendu qu'ils font des appels aux 30 minutes. Et puis là, ça devient aux 15 minutes. Ouais. Et puis, la petite fille de Christine, Sophie, elle commence à appeler sa mère aux 5 minutes parce que là, elle commence à paniquer. Puis peu importe comment ses grands-parents ils essayent de la... rassurée, elle n'est pas rassurable du tout. Elle se demande sa mère est où, c'est pas normal, ça arrive jamais. Donc elle l'appelle non-stop. Ouais. Pour qu'elle fasse ça, tu sais, c'était vraiment inhabituel. Là. C'était pas du genre à Christine de pas répondre au téléphone. Là, après un certain temps, le souper est passé, la panique est arrivée, elle l'appelle non-stop puis elle répond pas. Donc, Sophie, elle va décider d'appeler Steve, son beau-père. Parce que là, j'ai pas encore tout mis en contexte c'est quoi la famille, mais
Steve, c'est le beau-père de Sophie. Donc, elle l'appelle vers environ 23h30. Parce que là, elle a passé la soirée chez ses grands-parents. Elle sait que Steve, il est au travail, fait qu'elle peut comme pas retourner chez elle. Ouais. Mais là, elle appelle, ça répond toujours pas. Fait qu'à 23h30, pendant qu'elle sait que Steve, il est à sa pause du dîner, elle l'appelle à son travail. Là, lui, qui travaillait justement de soir/nuit, c'est pas vraiment confirmé de quelle heure à quelle heure il travaillait, ben il reçoit le téléphone de Sophie, puis il répond. Puis là, Sophie a dit « Je comprends pas, maman est pas venue me chercher cet après-midi, t'as-tu des nouvelles d'elle? J'essaie de l'appeler, ça répond pas. » Donc là, lui, il commence tout de suite à se demander comme « Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que Christine ne répond pas au téléphone? C'est bizarre, tu sais, on est un samedi, elle avait juste un meeting ce matin, mais elle avait rien d'autre aujourd'hui. Fait que c'est bizarre. » Fait que là, il fait comme, ben écoute, t'as peu, je vais essayer de l'appeler moi aussi, puis je te reviens. Fait que là, il appelle, lui non plus, tu sais, il reçoit pas de réponse. Il appelle une couple de fois, ça marche pas. Donc là, il se dit automatiquement, ben écoute, je vais appeler la police, je vais demander s'il est pas arrivé, mettons, un accident qui impliquait comme la voiture de Christine, donc peut-être qu'il serait arrivé quelque chose, tu sais. Fait qu'il appelle la police de Gatineau, puis il demande est-ce qu'il est arrivé quelque chose, une Pontiac Sunfire noire, c'est la voiture de ma femme qui s'appelle Christine Dubé. Y est-tu arrivé un accident? Y a-t-il quelque chose qui a été signalé? On la trouve pas, elle répond pas, puis on est inquiet. Là, la police, ils vont regarder dans leurs données, tu sais, y est-tu arrivé un accident dans la journée, quelque chose par rapport avec les informations qu'ils ont reçues sur la voiture? Puis non. Rien à signaler. Fait que là, Steve, il commence à trouver ça vraiment bizarre. Il demande à son boss, il est comme « Hey, pour vrai, ça dérange-tu que je finisse pas mon shift? Ma belle-fille est vraiment stressée, elle vient de me faire capoter moi aussi. On n'a pas de nouvelles de sa mère, on n'a pas de nouvelles de ma femme. Donc, moi, je pars d'ici, là, j'irai la chercher, tu sais. Il y a de quoi qui cloche. » Fait que là, il n'y a pas de problème, il finit pas son shift, puis il s'en va, première des choses, au condo où est-ce qu'il habitait, la petite famille. Il va pas chercher Sophie tout de suite, ça sert à rien. Il va directement au condo voir comme qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Christine est là? Est-ce que sa voiture est là? Qu'est-ce qui se passe? Mais Sophie, au moins, est en sécurité. On peut la laisser chez les grands-parents. Là. C'est plus urgent de trouver Christine. C'est ça. Oui, exactement. Fait que Sophie reste chez les grands-parents, puis lui, il se rend au condo. Puis là, quand il va arriver là-bas, juste pour vous mettre un peu en contexte, là, parce que là, je l'ai pas fait jusqu'à maintenant, Steve puis Christine, ils sont mariés depuis 1999. Le 25 septembre 1999, pour être plus précise. Ans, ouais, donc ça fait un petit moment, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont ensemble, mais ça fait depuis 3 ans qu'ils sont mariés. Donc, Steve, c'est pas le père de Sophie, mais ça fait quand même 3 ans qu'ils se connaissent. Sophie, elle avait 8 ans quand ses parents son beau-père et sa mère se sont mariés. Fait qu'elle est vraiment proche de lui. Il y a comme pas de nouvelles du papa dans le décor, là, du père biologique. En tout cas, j'en ai pas trouvé dans les sources. Ça se peut très bien qu'il soit présent, puis j'en ai aucune idée, là, mais on ne parle pas de père de Sophie dans l'histoire. Fait que, tu sais, elle, sa mère, son beau-père, ils vivent dans un condo depuis le mariage de ses parents, donc depuis environ 3 ans. Fait que bref, Steve, ce soir-là, il se rend directement au condo, puis quand il arrive, ben il y a pas de voiture, puis quand il rentre en dedans, ben il y a pas de Christine. Elle n'est nulle part. C'est inquiétant. Là, je vais te décrire juste un peu Christine avec ce qu'on sait de, justement, son mari, sa fille, ses parents, les gens qui la connaissaient, etc. Christine, c'était une fille, comme je l'avais vue dans la photo directement, vraiment souriante, vraiment aimable. Elle était super généreuse, elle était super comme assidue à l'école, elle était full active, elle faisait du sport, elle était dans une équipe de soccer compétitif. Fait qu'elle était vraiment comme impliquée dans beaucoup de choses. Elle était vraiment généreuse avec les gens qu'elle aimait, elle faisait tout pour sa fille, elle faisait tout pour son mari. Une jeune femme de 30 ans avec plein de potentiel devant elle. Puis même que la job qu'elle avait comme vendeuse de régime d'épargne-études, ben, elle était vraiment bonne, tu sais, puis elle avait l'affaire, puis sa boss, elle va même dire plus tard que comme elle était vraiment dans la bonne voie pour grimper les échelons, puis elle faisait de plus en plus d'argent avec cette job-là, même si elle avait pas comme le plus grand niveau d'études, ben elle a quand même réussi, tu sais, à avoir un travail comme ça, puis à devenir bonne, puis à faire du cash, puis ça s'en venait bien, t'sais. Elle avait du succès dans ce qu'elle faisait. Oui, exact.
Puis il y avait rien à signaler, tu sais, le couple était heureux, la petite fille Sophie était heureuse, il y avait rien à signaler. Donc là, bref, Steve, il arrive là, Christine n'est pas là, là, il commence vraiment à se demander qu'est-ce qui se passe. Première des choses, il va décider de faire le tour comme des lieux qu'il connaît. Où est-ce que Christine aurait pu aller dans la journée. Fait qu'il se rend premièrement au centre commercial parce que c'est très possible qu'elle aurait pu passer au kiosque avant son rendez-vous ou bien après son rendez-vous. Donc son auto serait peut-être dans le centre commercial, mais il arrive là-bas, aucune trace du véhicule. Ensuite, il se dit, ben peut-être qu'elle a fait son rendez-vous puis qu'après ça, elle est allée au bar avec ses amis, tu sais, des fois elle allait au bar avec ses amis. Fait que là, il s'en va au stationnement du bar en question. Aucune trace de la Pontiac noire, encore une fois. Fait que là, il retrace comme un peu tout le chemin qu'elle aurait pu prendre pour s'en aller au travail au centre commercial et un peu partout qu'il connaît, puis aucune trace. On dirait qu'il fait la job un peu qu'un policier aurait fait. Il est bon. Ouais. Puis ça, c'est sur le coup, là, tu sais, il panique, là. Il est encore dans la mesure où... Il est encore au moment où, genre, il a appelé la police, il n'y a pas eu d'accident, fait que là, il check chez eux, il check partout, blablabla. Sauf que là, justement, il rappelle la police. Parce qu'il est genre, j'ai checké partout, puis je la trouve pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, en appelant la police, il va vouloir signaler sa disparition, sauf que le policier va lui répondre « Eh bien, monsieur, étant donné que votre femme, ben, elle est majeure, elle a 30 ans, il y a une règle de 48 heures, donc on doit attendre 48 heures pour potentiellement qu'elle revienne par elle-même, tu sais, peut-être qu'elle est partie, qu'elle a voulu fuir, donc on peut rien faire pour vous, malheureusement, on peut pas commencer les recherches. » C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ouais. N'est-ce pas? C'est pas vrai. Il n'y a pas une vraie loi, hein? C'est juste comme... Ça leur tente mais pas. Je sais pas si ça l'a déjà été, mais je pense qu'à chaque fois qu'on en a parlé, il y a eu des abonnés aussi qui nous ont écrit pour nous dire que c'était pas vrai, cette histoire-là de loi, de règles, de... C'est un mythe, genre. Ouais, On a eu beaucoup de monde, en tout cas, qui nous ont dit ça, là. Depuis qu'on fait le podcast, j'ai appris que c'était un mythe. En tout cas, on m'a dit que c'était un mythe parce que moi aussi, je pensais que c'était comme ça. Mais il y a des gens, tu sais, il y a des policières, me semble, là, qui nous avaient écrit pour dire que c'est un mythe. En tout cas, au Québec. Ouais. Ben, j'ai l'impression que c'est comme un peu une loi non écrite, là, dans le sens que... Ils veulent pas commencer les démarches trop tôt, mais il n'y a pas une vraie règle là, dans le livre des règlements qu'il faut attendre 48 heures. C'est peut-être plus... Non, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils essayent d'y aller avec leur jugement du moment, leur gros bon sens, je sais pas trop. Mais s'ils voient, mettons, qu'il y a comme aucune raison de croire que la personne est en danger, ben ils peuvent se dire, genre, on doit attendre un petit peu que... voir si elle revient, parce qu'on va pas juste tout déployer les policiers avec comme aucune... Ouais, mais c'est dommage. Bonne raison. Mais genre, en tout cas, oui, c'est vraiment dommage parce que tu perds des moments vraiment cruciaux et importants, là. Exact. Le temps est compté. Chaque minute est précieuse, là. C'est ça. Fait que là, Steve, il se fait répondre ça. Maudite loi des 48 heures. Fait qu'il sait plus quoi faire, tu sais. Il a déjà comme fait les démarches par lui-même d'aller voir un peu partout avec son char. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va rappeler les parents de Christine pour leur dire comme, écoute, je comprends pas, j'ai quitté le travail, j'étais allée à la maison, j'ai fait tous les lieux où elle aurait pu aller, je la trouve pas. Les policiers me disent qu'ils peuvent rien faire pour le moment. Il panique, là. Tu sais, il appelle ses beaux-parents puis il panique. Il est comme, je sais pas où Christine. Comme il prend un peu de la responsabilité sur lui. Il est genre, je sais pas où ma femme, je sais pas où votre fille, je sais pas où ta mère, Sophie. Tu sais, il est vraiment là, clueless, puis il a pas de pouvoir en ce moment, puis il sait pas quoi faire. Donc, quand il appelle les beaux-parents, il est à peu près 3 heures du matin. Puis là, on va savoir après là, que la petite fille, là, Sophie, ben, elle a entendu le téléphone sonner, elle, à 3 heures du matin, puis direct quand elle a entendu ses grands-parents répondre, elle savait que c'était par rapport à sa mère. T'sais, elle savait que c'était pas des bonnes nouvelles, là. Elle savait que c'était pas comme « Hey, on a retrouvé Christine », là. C'est poche, parce qu'on dirait qu'à cet âge-là, elle aurait pu être un peu plus inconsciente de la gravité de la situation, mais là, elle se rendait compte de tout, là, pauvre petite. C'est vraiment triste. Ouais. Vraiment. Fait que... Bref, ils reçoivent l'appel, puis là, autant les parents que la fille de Christine, ils savent, là, ils ont comme un pressentiment que ça va pas bien, là, qu'il y a de quoi, genre de louche. Puis la mère de Christine, elle va dire plus tard que pas longtemps avant cette journée-là, là, Christine, elle avait dit à sa mère, puis là, vous allez vous rappeler de certains de nos épisodes, là, j'ai l'impression, mais Christine, elle avait dit à sa mère, « Maman, j'ai comme l'impression que je vais mourir jeune. » Oh my God!
Tu sais, l'espèce de feeling... Puis il y avait la même affaire dans la tragédie du pont Jacques-Cartier, là. Ouais. La petite fille qui avait dit à sa mère, justement, genre la même chose. C'est vraiment étrange, mais bref, sa mère, que je vais appeler Thérèse, probablement ailleurs dans l'épisode, là, elle avait entendu Christine lui dire ça quelques jours avant. Comme, maman, j'ai l'impression que je vais mourir jeune. Hey, c'est bizarre. Fait que là, c'est vraiment bizarre, mais tu sais, c'est comme un feeling étrange que là, tout le monde a. Tout le monde a comme un feeling que ça va pas bien finir, cette histoire-là, que si Christine est portée disparue en ce moment, c'est que probablement qu'ils la reverront jamais. Ouais, c'est grave, là, ouais. Ouais. Puis son père, que je vais appeler Yvan, ben il va le dire justement plus tard, il va dire à ce moment-là précisément, quand j'ai reçu le téléphone de Steve qui nous disait genre « ça va pas, j'ai pas de nouvelles », il dit « j'ai eu un feeling que j'allais plus jamais revoir ma fille ». Genre, je l'avais le feeling en dedans de moi, même si j'essayais de garder espoir, comme il sentait qu'il y avait de quoi de très grave qui était arrivé. Par où commencer? Steve, il se réveille, tu sais, le lendemain matin. Là, on est rendu le dimanche 18 août à ce moment-là. Puis, il se réveille, puis là, il est comme, OK, par où qu'on commence? Il va commencer par appeler le boss de Christine, donc à son travail. Puis, il va demander comme, c'est quoi le fameux rendez-vous qu'elle avait? Tu sais, elle m'a pas dit tous les détails. Comment je fais pour savoir comme où est-ce qu'elle s'en allait? Puis là, le boss, il va dire, ben d'habitude, tu sais, elle prenait tous ses rendez-vous dans son agenda. Moi, j'ai pas exactement comme tous les clients en note parce que elle est une agente à part entière, là, puis elle avait ses propres rendez-vous. Fait que là, il est comme bingo, tu sais, Steve, il s'en va dans le bureau à Christine qu'elle avait dans leur condo, puis il va fouiller dans son agenda parce qu'elle avait laissé son agenda sur son bureau. Fait que là, il va checker dans son agenda, puis c'est marqué le nom du client. Donc là, il va rappeler la police, puis il va dire « Là, je sais que vous avez pas le droit de faire whatever quoi avant 48 heures, mais j'ai vraiment des bonnes raisons de croire que ma femme court un danger en ce moment. Elle avait un rendez-vous à domicile chez quelqu'un. J'ai le nom de la personne, j'ai pas plus de détails, mais j'aimerais vraiment ça si vous pouviez aller cogner chez la personne, juste pour savoir si ma femme a été là, juste pour comprendre, juste avoir des informations. » Il va être vraiment persistant, puis il va les supplier et finalement, ça va les convaincre. Les policiers vont décider, cette journée-là, de se rendre au domicile du client. Le client, je nomme son vrai nom, Stéphane Mongeon. Donc là, il est 17h45 quand les policiers vont sonner pour la première fois au domicile de Stéphane Mongeon. Stéphane lui-même va ouvrir la porte et répondre aux policiers. Là, les policiers vont dire « Oui, bonjour, on a une femme qui est portée disparue, Christine Dubé. Elle avait un rendez-vous avec vous hier matin, vers 10h, et on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est présentée à son rendez-vous? » Donc là, Stéphane, il est à la porte, puis il se fait rejoindre par sa femme que je vais appeler Diane. Puis là, il va répondre aux policiers, il va dire... Ben, écoute, oui, je sais c'est qui. Je l'ai vu juste une fois, puis j'y ai parlé au téléphone, that's it. J'avais bel et bien un rendez-vous avec elle hier à 10h, mais elle s'est jamais présentée. Puis il va dire, j'ai même laissé un message sur sa boîte vocale disant que j'avais pas rien que ça à faire, attendre après elle. Il était rendu 11h30, là, puis j'ai décidé de laisser faire mon rendez-vous. Fait qu'il dit, moi, je l'ai jamais vue. Elle est pas venue chez nous hier, puis vous pouvez même checker là, dans sa boîte vocale, j'ai laissé un message. Il dit ça aux policiers. Ouais, mais moi, je trouve ça weird. Je vais te dire ma petite impression. 1h30 après l'heure du rendez-vous, il appelle. Me semble, moi, si j'ai un rendez-vous à 10h, je vais appeler à 10h15, et demie. Tu sais, ouais. Rendu 1h30 après, j'aurais même pas appelé, là. J'aurais juste abandonné. Je trouve ça bizarre. Ouais, tu give up, là. Puis c'est même pas un rendez-vous comme si important que ça, là. Un samedi matin, t'as-tu vraiment, vraiment, vraiment besoin qu'une fille vienne chez vous pour te parler du futur de ton enfant? Genre, je sais pas, tu sais, c'est comme si la madame se pointe jamais, en effet, t'appelles après genre 15 minutes, puis t'es comme « Allô, est-ce que tu viens finalement? » Bon, ben moi, regarde, je devais aller à l'épicerie, fait que laissez faire. Mais pas genre « Hey, j'ai pas rien que ça à faire, attendre après toi, tabarnak, nanana, là. » Genre, voyons, tu sais. Après 1h30, genre, tu sais quoi, t'étais assis dans le salon pendant 1h30 à l'attendre, là? C'est bizarre.
Puis là, tu sais, il dit ça au policier, il est comme, en plus, j'ai laissé un message vocal. Sauf que là, Diane, sa femme, qui est comme arrivée un peu derrière son épaule parce qu'elle se demandait pourquoi les policiers étaient à sa porte, tu sais, elle intervient dans la discussion, puis elle fait juste dire à son chum, à son conjoint, « Hein, t'avais pas annulé ce rendez-vous-là la veille, justement? Genre, me semble, elle était déjà pas censée venir. » Puis là, Stéphane, il est genre, ouais, non, c'est ça, tu sais, il déparle, il sait pas trop quoi dire. Elle, Diane, elle reste confuse. Elle fait juste comme regarder son conjoint, regarder les policiers, puis elle est comme, OK, tu sais, confusion. Donc là, les policiers, ils partent avec cette information-là. Là, je vais juste te parler un petit peu plus en profondeur du couple, donc de Stéphane Mongeon et de Diane, sa femme. Donc, le couple sont ensemble depuis maintenant 12 ans. Puis, ensemble, ils ont déjà un petit garçon. On ne sait pas l'âge. Je ne vais jamais nommer son nom également. Là, il n'y a aucune information à son sujet. Puis, en ce moment même, au moment où on se parle, au moment où les policiers sonnent à la porte, là, Diane, elle est enceinte de 6 mois et demi de leur deuxième petit garçon. OK. Comment qu'ils sont ensemble, ce couple-là? Ben, c'est un couple qui n'ont pas... ils n'ont pas eu les plus grosses études du monde. Ils sont pas super fortunés. Diane, elle a jamais eu d'emploi. Elle a toujours été comme femme à la maison depuis le début. Stéphane, pour sa part, il travaille comme mécanicien, genre dans un garage de pièces d'auto, genre quelque chose comme ça. Il y a rien comme à signaler sur le sujet. T'sais, les deux, ils ont pas de casier judiciaire, il y a rien qui se passe, ils sont juste comme décrits comme un couple normal. Elle, ben Diane, elle a comme même pas de permis de conduire, elle a pas de job, elle a comme rien. Elle est vraiment comme à la maison, elle s'occupe de son petit garçon. Petite vie Puis tranquille. lui, ben c'est lui qui a l'auto, c'est lui qui amène Diane où est-ce qu'elle veut aller, mais tu sais, sinon, elle a pas tant de façon de se déplacer, tu sais, elle fait vraiment juste rester à la maison. Leur seule sortie, genre, de couple, c'est que, genre, le dimanche, ils vont voir les beaux-parents, genre, soit les parents à Stéphane ou les parents à Diane qui habitent un peu plus loin. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme un petit couple normal. Les voisins, ils vont les décrire comme... un couple qui se chicane quand même souvent. Genre, ils entendent quand même souvent dans l'appartement d'à côté comme des bruits de chicane. Mais, tu sais, comme un couple normal. Là, genre, pas trop. Ben oui, on est qui pas pour too juger. much. Tu sais, ça se chicane, c'est des choses qui C'est ça. arrivent. Là, ouais. Puis c'est des gens, sinon, quand même assez silencieux. Là, tu sais, quand ils sortent dehors, c'est pas des gros jaseux avec les voisins. Ils ont pas l'air d'avoir vraiment d'amis. Tu sais, il y a pas de visiteurs qui viennent à la maison. C'est ça. Comment est-ce que Stéphane a pris un rendez-vous avec Christine Dubé? Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Le frère de Stéphane, qu'on ne connaît pas son nom, puis donc je ne mentionnerai pas, je ne vais pas y en créer un nouveau, rien. Le frère de Stéphane, il avait à l'époque un nouveau-né, lui aussi. Genre, sa femme à lui, elle venait juste d'accoucher, puis il avait utilisé les services de Christine Dubé pour leur futur, leur enfant qui venait de naître. Puis là, c'est ça, Christine était allée au domicile du frère de Stéphane. Elle avait vendu sa police d'épargne. Je sais pas comment décrire ça, là, c'est assez flou, là, mais il avait utilisé son service, bref. Puis le frère de Stéphane, il avait dit à Christine comme « Hey, tu sais, mon frère, ben sa femme aussi, sa blonde aussi est enceinte. Fait que ça serait cool, tu sais, que vous pouviez prendre un rendez-vous avec lui aussi, comme ça, comme... » Tu sais, je vais être sûre qu'il s'organise lui aussi pour le futur de cet enfant-là, tu sais. C'est comme ça que ça l'avait comme fait le contact entre les deux. Donc, le frère de Stéphane, il en avait parlé à Stéphane, il avait dit « Hey, prends un rendez-vous avec telle fille, blablabla. » Stéphane s'était pointé au centre commercial, au kiosque. Il avait rencontré Christine, donc la même vendeuse qui était allée chez son frère. Puis, le seul commentaire qu'on va savoir de Christine, c'est qu'il la trouvait bien jolie à son kiosque et qu'il avait pris un rendez-vous avec elle. That's it. OK. Sauf que Diane, sa femme, ce qu'elle avait dit à Stéphane quand il en avait parlé de ce rendez-vous-là, c'est genre « Hey, tu sais, on n'a pas vraiment d'argent à mettre de plus dans un service comme celui-ci parce qu'il faut que tu la payes quand même pour qu'elle vienne chez toi puis qu'elle te vende ce service. » Donc, elle avait dit « Écoute, on a déjà une conseillère financière. Fuck off là, à acheter genre ce service-là. Genre, on va être capable nous-mêmes de mettre de l'argent de côté pour nos enfants. Pas besoin d'acheter genre une autre affaire. Je suis pas à l'aise à ce que genre cette fille-là vienne chez nous. Moi, je suis pas d'accord. » Fait que là,
Diane est vraiment contre, puis elle fait juste dire à Stéphane, qui vient juste de prendre un rendez-vous avec elle au magasin, ben appelle donc pour annuler le rendez-vous, genre moi je suis pas bien avec ça. Fait que Stéphane, il va prendre le téléphone devant sa conjointe Diane, puis il va annuler le rendez-vous avec Christine Dubé. Il va dire laisse faire, finalement j'ai changé d'idée, on n'aura pas besoin de vos services, merci. Mais quand même aller? C'est bizarre. Ben c'est ça. Je te dis pourquoi dans quelques instants. Les policiers, là, je te ramène, là, les policiers sont à la porte, ils constatent que comme Stéphane a l'air d'avoir menti à sa femme en lien avec le rendez-vous parce que sa femme est convaincue qu'il l'avait annulé, mais lui, il dit que non. Fait que là, il y a comme un misunderstanding là-dedans. C'est quand même assez intéressant, puis ça sonne une cloche aux policiers. Les policiers, ils vont tout de suite appeler Steve, le mari de Christine, pour lui dire comme « Hey, peux-tu regarder les messages sur ta boîte vocale? Parce que là, le fameux Stéphane Mongeon, là, chez qui elle avait un rendez-vous, ben, il vient de me dire comme qu'il a laissé un message sur votre boîte vocale disant que elle s'était jamais pointée. Peux-tu juste me dire si c'est vrai? » Fait que là, Steve, qui avait même pas pensé à écouter les messages de ta boîte vocale, tu sais, lui, il a pas pensé à ça pour 2 scènes, là, il était tellement sa panique. Ouais, mais tu sais, il était sa panique depuis la veille, là, mais genre, il y a pas encore full de temps qui se sont passés, on est juste le lendemain. Fait qu'il check ses messages sur sa boîte vocale, et en effet, à 11h30, il y a un message de la part de Stéphane Mongeon, et c'est exactement ce qu'il a dit aux policiers. Donc là, ils sont comme, OK, est-ce que on check davantage là-dessus ou pas, parce que c'est vrai ce qu'il dit, c'est peut-être juste qu'il l'a pas dit à sa femme. Tu sais, c'est bizarre, mais... C'est curieux, mais c'est pas encore hyper suspect, je trouve. Là. Il aurait pu disparaître à un autre moment dans la journée. Là. Ouais, c'est ça. On sait comme pas trop si c'est une information qui est pertinente encore ou pas. Pour l'instant, c'est tout ce qui se passe. Les policiers font pas plus de recherches sur le sujet. Puis Steve, de son côté, lui, il est genre, je le file pas, Stéphane Mongeon. Genre, je suis sûre qu'il y a de quoi avoir là-dedans. C'est bizarre. Tu sais, probablement qu'il se dit lui aussi, là, 1h30 après, il appelle, puis il est genre, cancelle le rendez-vous. Il a une attitude bizarre au téléphone. Il le file pas. Fait que Steve, ce qu'il fait, il décide... tu sais, en ce moment, il est tout seul. Là. Les policiers, ils sont allés cogner, mais ils sont pas en train de faire une enquête, là, rien. Là. Fait que Steve, il décide de prendre sa voiture, puis de se rendre devant la maison de Stéphane Mongeon. Parce qu'il a réussi à savoir c'était où, lui aussi, tu sais. Oh. Fait qu'il passe devant la maison de Stéphane Mongeon comme à plusieurs reprises durant la journée. Puis il communique même l'information avec les parents de Christine. Donc, les parents de Christine aussi se déplacent et passent devant la maison. Donc, tout le monde y essaye de comme checker... C'est quoi cette maison-là? Est-ce que ça se peut qu'on voit Christine? Tu sais, peut-être qu'on va la voir par la fenêtre, peut-être qu'on va la voir comme dans la fenêtre du demi-sous-sol, mettons, là. Après une petite aventure en passant devant la maison de Stéphane Mongeon, Steve, il retourne chez lui puis il passe par la rue Grébert, qui est une rue assez principale dans ce quartier-là de Gatineau. Et en passant sur la rue Grébert, il passe à côté d'un stationnement et il aperçoit ce qu'il croit être la voiture de sa femme dans le stationnement. Il s'approche et il réalise que c'est bel et bien la voiture de sa femme. Il la reconnaît, il regarde à l'intérieur, la voiture est barrée, bien entendu, mais il regarde par les fenêtres, il est genre, c'est ça, c'est la voiture de ma femme. Puis la seule affaire qui manque, c'est qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Elle a été arrachée. Oh non, hey, ça l'augure mal. Oh. Ouais. Puis cet endroit-là, là, ce stationnement-là sur la rue Grébert, c'est au 500 rue Grébert pour être plus précis, c'est à même pas 1 kilomètre de la maison de Stéphane Mongeon. Donc c'est quand même très très proche. Fait que là, il appelle la police tout de suite, il dit « Regarde, moi là, je suis en train de mener ma propre enquête, là, colique, là. Là, aidez-moi, je viens de trouver le char de ma femme juste à côté de chez Stéphane Mongeon. Venez me voir à telle adresse. Genre, faut faire débarrer la voiture, on va trouver quelque chose, genre. » Il appelle aussi les parents de Christine, ainsi que sa fille Sophie, là, qui est chez les parents toujours. Puis, il les avise de la situation. Ils sont comme, je viens de trouver le char de Christine, là, genre, on a quelque chose, les polices s'en viennent, venez-vous-en aux autres ici, blablabla. Quand ils vont arriver sur place, les parents de Christine, puis même Steve aussi, là, il va l'avoir remarqué,
la voiture est comme stationnée d'une façon à ce que sont convaincus que c'est pas Christine qui l'a stationnée comme ça. Puis là, ça a l'air con, mais ils vont dire genre la voiture est stationnée de reculons, puis elle est beaucoup trop bien parquée, genre vraiment drette entre les lignes. Puis là, la mère de Christine, que j'appelle Thérèse, elle va dire, c'est un peu con là, mais elle va dire ma fille, elle conduisait pas très bien, puis elle se stationnait pas très bien, puis elle se stationnait jamais de reculons. Ouais, c'est plus tough, là, ouais. Elle était genre, si ça avait été ma fille, elle serait arrivée direct, elle se serait parquée de face, puis legit, elle aurait une roue sur la ligne jaune, là, comme elle est pas très bonne, tu sais. Fait qu'elle remarque ça tout de suite, puis elle est comme, c'est bizarre, moi, genre, je vois de quoi de bizarre. Fait que là, on commence à voir de plus en plus, genre, qu'il y a de quoi, là. Il y a de quoi qui se passe. On n'est pas en train de overthink, là. Il y a vraiment quelque chose. En regardant à travers les vitres, ils vont aussi remarquer que le banc, il est avancé complètement. Puis Christine, c'était une fille de 5 pieds 2, fait que c'est logique que son banc soit vraiment beaucoup proche du volant. Sauf que là, à ce moment-là, tu sais, même si les policiers, ils remarquent ce détail, ben la famille, ils sont comme... OK, mais ça aurait vraiment pu être quelqu'un d'autre qui conduit la voiture puis qui replace le banc, là, exactement où ce qui était, là. Ouais. Tu sais, ça veut rien dire. C'est vrai. Fait que là, eux autres sont comme, s'il vous plaît, on peut-tu, genre, on checker le char plus en détail? Puis en plus, la plaque d'immatriculation est pas là. Genre, ça aussi, c'est louche, là. Fait qu'ils sont comme, s'il vous plaît, les policiers, faites quelque chose, faites quelque chose. Et finalement, les policiers vont conclure que c'est effectivement très louche et ils vont décider d'amener la voiture au poste pour la forcer, l'ouvrir, puis l'inspecter genre vraiment minutieusement, là, comme si c'était un potentiel scène de crime. En ouvrant la voiture, ils vont trouver la plaque d'immatriculation qui a été arrachée, mais ils vont trouver également le sac à main de Christine, les clés de la voiture, les lunettes de Christine, et son cellulaire. Hey! Ils ont fait quand même beaucoup d'efforts pour, mettons, j'imagine, t'enlèves la plaque d'immatriculation pour que quand il y ait un avis de recherche du véhicule, ben, il la spot pas parce qu'elle a pas le numéro de plaque. Mais de laisser tout ça à moins de 1 kilomètre de chez toi, tu sais, si tu prends la peine de faire ça, laisse-la donc dans un champ ou quelque chose, tu sais. Vraiment. C'est bizarre. Vraiment, c'était pas très subtil, mais en tout cas. OK, ben tu vas vite comprendre. Je me fais des scénarios mais dans ma tête. Mais c'est en effet vraiment pas bright. Genre, si la personne voulait pas se faire pogner, il aurait pas fait ça, tu sais. Tout ça, là, ça s'est passé vraiment rapidement, là. Les recherches, on passe devant la maison, on fait tout ça très, très, très rapidement. Puis, on est encore le matin quand les policiers vont se rendre pour une deuxième fois chez Stéphane Mongeon, parce que là, ils ont trouvé la voiture, ils ont trouvé les effets personnels de Christine à l'intérieur. What the hell? Puis la seule personne qui a potentiellement pu voir Christine dans la journée, ben c'est ce gars-là, tu sais. C'est là qu'elle avait son rendez-vous. Donc, il retourne chez Stéphane. Pendant ce temps-là, pendant que les policiers se rendent à nouveau chez Stéphane Mongeon, ben Steve, Sophie et les parents de Christine, ils vont commencer à faire imprimer des photos de leur mère, de leur femme, de leur fille, et ils vont les poster, les coller en fait sur les poteaux partout dans le quartier, surtout près de la maison de Stéphane Mongeon et près de l'endroit où ils ont trouvé la voiture. Fait qu'ils vont mettre des posters partout. Ils vont vraiment commencer à faire des démarches pour essayer de retrouver Christine Dubé. La sœur de Christine Dubé, elle va dire plus tard dans une entrevue, et là, je la cite, là, puis je vais lire exactement ce qu'elle a dit. « J'en fais encore des cauchemars. On cherchait Christine dans les bacs de déchets, dans les champs, dans les fossés, puis à tout bout de champ, on avait peur de piler sur son corps. On savait que quelque chose de grave s'était passé et c'était traumatisant. » Donc, pendant qu'ils posent des affiches, là, il y a déjà des battues qui sont organisées. Là. Il y a déjà plein de bénévoles, des amis de la petite Sophie, des gens du quartier, des proches de la victime, ben comme de Christine. Tout ça, là, c'est déjà en marche. Là. C'est fou comment ça s'est fait rapidement. On est le lendemain, là. Oui, c'est fou, là. Puis de déjà assumer qu'elle est morte, tu sais, de chercher dans des champs, c'est parce que j'ai l'impression que quand tu connais tellement quelqu'un puis que tu connais sa routine, tu connais ses habitudes, il y a rien qui change dans sa vie, ben à la seconde qu'une affaire de même arrive, puis qu'en plus tu trouves là que ce dude-là, mettons, il est vraiment louche, genre 1 + 1, ça fait 2, dans ta tête, t'es convaincu, là. Ses effets personnels qui sont dans son char, barrés avec les clés dedans, ça, c'est vraiment alarmant, j'avoue.
même si c'est juste le lendemain, tu sais, sont sûrs et certains qu'il s'est passé de quoi de grave, là. À ce moment-là, ils cherchent un corps, là. C'est fou, là. Donc là, la famille continue, ils passent devant la maison. Sa mère, elle va dire qu'à chaque fois qu'elle passait devant la maison, elle espérait comme apercevoir Christine à travers la fenêtre. Sophie, elle va même dire, même si elle avait juste 11 ans, elle se rappelle là, du souvenir très ancré dans sa mémoire que quand elle était dans la voiture de ses grands-parents, elle regardait, puis quand il passait devant la maison de Stéphane Mongeon, elle avait remarqué une fois que les stores, ils bougeaient. Comme si, genre, Stéphane, il était comme l'autre côté de la fenêtre, puis il regardait dehors, genre, tu sais, un peu stressé, genre. Puis même qu'à un moment donné, Steve, lui aussi, il passait, puis il a vu comme Stéphane Mongeon en question aller porter quelque chose dans sa cour, puis pendant qu'il a passé en char à côté de lui, Stéphane, il s'est comme retourné super vite pour le regarder. Mais à ce moment-là, là, il était déjà capable de dire que pour quelqu'un qui a rien à se reprocher, là, il était louche en esti, là. Genre, même si les policiers viennent 2 fois chez vous puis qu'ils pointent dans ta direction, voir que tu regardes par ta fenêtre aux 2 secondes puis que genre tu te retournes de bord comme si t'as rien à te reprocher, tu continues de vivre ta vie, tu dis aux policiers que tu veux les aider du mieux que tu peux, mais genre, t'as rien à te reprocher, tu sais. Fait qu'ils voyaient déjà là que c'était super louche. Là, ça fait maintenant plus de 24 heures que Christine est portée disparue. On est le dimanche 18 août, après donc 23h30. Cette journée-là se termine enfin. Pas plus de nouvelles de Christine, mais ça a quand même été une énorme journée, là. Il s'en est passé des choses, là. Ils ont retrouvé la voiture. Les policiers sont allés une 2e fois chez Stéphane. Les gens commencent les battus. La famille arrête pas de passer devant la maison. Ils mettent des affiches partout. Genre, c'est en branle, là. Pour comme des policiers qui avaient répondu à la base, genre on peut pas rien faire avant 48 heures, ben on est juste 24 heures après la disparition puis il s'en est passé en tabarouette des affaires. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Là, je vais te parler du fameux Stéphane Mongeon, genre de sa vie à lui, là, de son passé, de qu'est-ce qui se passe avec lui. Stéphane, à ce moment-là, il a 31 ans et toute sa vie, il a eu des petits problèmes avec sa vie sexuelle. Ça a commencé vraiment tôt, en fait. Quand Stéphane avait 4 ans, il y avait 2 sœurs qui étaient vraiment plus vieilles que lui. Puis, dès justement que Stéphane avait 4 ou 5 ans, ben, ses sœurs, ils s'amusaient à l'habiller en fille. Fait qu'ils mettaient des robes à Stéphane, puis ils faisaient comme faire des défilés de mode. Ils le traitaient vraiment comme, genre, leur petite poupée, puis ils l'appelaient Stéphanie. Genre, ils essayaient de vraiment, là, comme mettre dans la tête à Stéphane que c'était une fille. Ça a été pour lui un traumatisme. On va l'apprendre plus tard parce qu'il va parler à beaucoup de psychologues dans sa vie, beaucoup de psychiatres, il va se confier énormément sur sa vie. Donc, on en sait quand même beaucoup sur ses pensées, sur ses traumas, sur ce qu'il a vécu. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il se rappelle. Ensuite, quand il avait l'âge de 8 ans à peu près, c'est là qu'il aurait eu ses premières expériences sexuelles avec lui-même, si tu veux. Donc, il aurait commencé ses premières masturbations à l'âge de 8 ans, ce qui est quand même jeune. Mais après ça, bon, c'est pas nécessairement ce qui veut dire que tu deviens un psychopathe ou quoi que ce soit, là. Genre, ça arrive sans nécessairement que la personne vire mal. Mais c'est là qu'il a eu ses premières expériences. Quand il a eu l'âge de 12 ans à peu près, donc au tout début de son secondaire, Stéphane, il aurait commencé à se masturber, mais en regardant ses sœurs et en regardant ses sœurs qui invitaient leurs amis à la maison. Ouais, donc, non. Ouais, donc il allait se cacher dans la chambre de ses sœurs, dans le garde-robe, dans les salles de bain, puis il commençait à se caresser lui-même en les regardant. Et il faisait la même chose avec les amis de ses sœurs quand ils venaient à la maison. Fait que ça, c'est comme... C'est un peu creepy, ouais. C'est un énorme red flag déjà là, à ses 12 ans. Ensuite, ça va pas aller en s'améliorant. Il va commencer à faire ça, mais pas juste à la maison avec ses sœurs. Il va commencer à faire ça en public. Donc, il va commencer à avoir des fantasmes dès le début de son adolescence, à vouloir comme se montrer lui-même et à regarder, genre un peu du voyeurisme. Mm-hmm. Donc, il va comme entrer dans les toilettes des filles à son secondaire, regarder les filles se changer dans les gyms. Il va s'asseoir sur un banc de parc, il va regarder les filles puis il va commencer à se masturber. Il va faire la même chose comme sur les pistes cyclables. Bref, il fait ça partout. Dans les épiceries, dans les magasins. Genre, il commence là à le faire de plus en plus.
On va apprendre que vers l'âge de 18 ans à peu près, Stéphane il a commencé à entendre des voix dans sa tête. Mais là, tu sais, c'est pas... On va comprendre plus tard, là, c'est pas des voix genre... il hallucine quelqu'un qui lui parle. Vraiment pas. C'est juste qu'il commence à avoir de plus en plus de pulsions. Puis il y a une petite voix intérieure qui lui dit comme « Fais telle affaire. Déshabille-toi. Fais de l'exhibitionnisme en public. Fais telle affaire à telle fille. Agresse telle personne. » Genre, il commence à avoir des voix qui lui disent de faire des affaires de plus en plus choquantes à ses 18 ans. Sauf que dans cette période-là, Stéphane, il va effectivement faire des affaires atroces, là, comme je viens de vous le dire, là, de se toucher un peu partout, de se montrer nu, de tout ça, là. Sauf qu'il va toujours comme être à la limite de se faire arrêter. Donc, il va comme se faire avertir à un endroit, se faire donner une chance. Ensuite, il va comme se faire pogner à faire tel truc, mais il n'y aura pas rien, il n'y aura pas d'arrestation. Il va y avoir des plaintes qui vont être faites, soit par des petites gardiennes d'enfants, que genre Stéphane, il va comme approcher pour... entre gros guillemets, garder son enfant à lui, mais c'est pas vrai. Puis là, les gardiennes en question vont comme avoir porté plainte contre lui en disant genre « Je me suis présentée chez eux, c'était pour garder, mais finalement, quand je suis arrivée, il était tout nu. Puis j'ai eu le temps de partir. » Ouais, fait que là, c'est plein d'affaires de même. Il va avoir aussi, genre, des petites filles, mettons, à l'épicerie, genre, Stéphane, il m'accostait à l'épicerie, il me demandait de le suivre dans le backstore pour quelque chose parce qu'il voulait une question, mettons, il y avait une question sur le prix de quelque affaire. Puis quand j'arrivais, il commençait à se toucher. Tu sais, des trucs de même, mais il n'y a jamais eu d'arrestation. Genre, c'était tout le temps comme, il s'enfuit, il trouvait le moyen de pas se faire arrêter, de pas se faire prendre, de juste se rendre à la limite de ce qu'il pouvait. Puis ça va faire en sorte qu'il n'y aura jamais de casier judiciaire, là. Il n'y aura jamais, genre, d'arrestation formelle. Ouais. C'est pour ça que Vraiment, c'est important de tout très noter, bien, je trouve. C'est important de tout archiver, même si ça a l'air anodin. Oui. Parce que, mettons, là, que sans qu'il y ait eu de vraie arrestation, je sais pas si c'est possible, là, mais qu'il y avait quand même des archives de plaintes contre lui, ben la première fois que la police l'a cogné chez lui, ben il y aurait déjà eu plus de soupçons en sachant son backstory. Oui, en effet. Ça aurait vraiment aidé parce que là, tout ça, on va l'apprendre comme beaucoup trop tard. Puis malheureusement, ça va comme pas avoir aidé à ce que le drame n'arrive pas. C'est ça. Puis tu sais, aussi, je sais pas à quel point les lois étaient différentes. Il y avait peut-être... En fait, c'est ça qu'il y a un procureur qui va dire dans une vidéo que j'ai écoutée. Il va dire, genre, ce qui est chiant, c'est que même, il s'est déjà fait prendre par des policiers, justement. Genre, une fois, il était assis dans un parc. Une fois, il était dans son véhicule, puis il se touchait en regardant comme à l'extérieur, genre probablement des filles qui passaient dans la rue. Sauf que à ce moment-là, dans les années où il faisait ça, dans les années 90, mettons, il n'y avait aucune loi qui pouvait faire en sorte qu'il se fasse reconnaître coupable ou qu'il se fasse arrêter de quoi que ce soit. Ouais, le policier était comme, mettons qu'on le pognait à tel endroit, il y avait aucune loi qui disait que c'était illégal de faire ça. Clairement, c'était pas correct, mais il se faisait avertir puis that's it. Il y avait rien avant cet événement-là qui a fait en sorte qu'il aurait pu se faire pogner. C'est fou, là. Plus, genre, le temps il avance, plus Stéphane il vieillit, plus il devient avec des pensées épouvantables. Tu sais, s'il arrivait à faire ça dans sa vingtaine, ben là, dans sa proche de 30 ans, écoute, c'est rendu intense. Il va même se confier à un moment donné à un psychologue ou un psychiatre qu'il a eu, qu'à un moment donné, il a commencé à avoir des pensées vraiment plus précises sur le fait qu'il voulait agresser sexuellement des femmes. Genre vraiment, là, pas juste comme faire du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, mais vraiment comme mettre ses pensées en œuvre et de faire une action, genre de blesser quelqu'un, d'agresser quelqu'un, c'est ce qui l'excitait. Il commençait à avoir ce genre de fantasme-là. Là, je vais faire une petite pause sur cet homme que vous voyez qui est complètement... ouais, il va de pire en pire. Ouais, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est une bombe à retardement. On retourne au moment où les policiers y recognent chez Stéphane. Là, il cogne. C'est Diane qui répond. Stéphane est encore dans la maison, il est là. Là, les deux, ils s'en viennent à la porte. Puis là, ils l'interrogent du plus qu'ils peuvent. Ils disent, là, on aimerait ça fouiller un peu votre maison. On aimerait rentrer parce qu'on a des raisons de croire que vous auriez peut-être des informations en lien avec la disparition de Christine Dubé. Donc là, Stéphane et Diane sont comme, ben oui, allez-y, regardez dans notre maison, rentrez, tu sais. Puis ils vont faire juste un tour vite, mais tu sais, ils n'ont pas de mandat pour vraiment fouiller en profondeur tout seuls la maison. Fait qu'ils font juste comme regarder autour,
Parce que là, tu sais, ils ont la voiture, mais ils sont pas convaincus que c'est Stéphane. Tu sais, ils ont aucune preuve que c'est Stéphane. Ils ont juste comme les soupçons de la famille, puis le fait que Steve il est convaincu qu'il y a quelque chose à voir, mais ils ont rien pour vraiment regarder en profondeur. Fait qu'ils font juste rentrer avec l'accord de Stéphane, puis ils regardent un peu les environs, puis là, il y a leur petit gars qui est assis devant la télé, mettons, puis il y a rien d'anormal avec la maison, avec la cuisine, le salon. Tu sais, tout va bien. Fait qu'ils disent, bon, ben merci, on vous tient au courant s'il y a comme... On a besoin de vous encore, tu sais, bonne journée. Sauf que là, Diane, elle commence à questionner son chum. Et genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi les polices, ça fait 2 fois qu'ils viennent là, à la maison? Tu m'as dit que t'avais annulé ton rendez-vous avec Christine Dubé, tu l'as pas annulé finalement, genre, qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer aussi à lui poser des questions parce que le samedi, que la disparition de Christine est arrivée, là, ben, Diane et son fils n'étaient pas à la maison. Ils étaient partis au chalet des parents de Diane, qui est un chalet quand même assez loin. C'est à Maniwaki, qui est une petite ville au nord de Gatineau. C'est à peu près à 2 heures, 2 heures et demie de route. Puis ils étaient pas là à la maison la journée où que Stéphane avait supposément son rendez-vous avec Christine Dubé. Puis quand ils sont revenus, donc le dimanche matin, là, eux là, sont arrivés très tôt à la maison. Puis quand ils sont arrivés, avant de se faire accueillir par les policiers, puis genre les 2 fois qu'ils sont venus à la maison, Diane, elle avait remarqué qu'il y avait des ventilateurs d'ouvert partout dans la maison. Au début, tu sais, elle a comme pas trop réagi, sauf que là, ça fait 2 fois que les policiers, dans la même journée, ils viennent à la maison. Fait que là, elle commence à poser des questions à son conjoint, puis elle est genre, là, Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi, quand on est revenu du chalet, il y avait des ventilateurs d'ouvert partout dans la maison? Là, Stéphane, il va dire « Ah, ça n'a pas rapport, ça, c'est rien. J'ai été malade, genre, samedi, j'ai pas voulu te le dire pour pas t'alarmer, mais j'ai vomi dans le sous-sol, sur le tapis, le plancher qui est fait en tapis, genre. Puis il va dire « Ben, j'ai comme tout nettoyé, sauf que là, du tapis mouillé, tu sais, ça sent. Fait que j'ai mis des ventilateurs partout dans la maison pour comme enlever l'odeur de vomi puis de produits nettoyants, puis en même temps pour faire sécher le tapis, genre. » C'est louche. Fait que là, Diane est comme « OK... » C'est un peu étrange. Puis elle va lui dire, puis j'ai remarqué ça, mais genre, pourquoi... Puis là, elle prend ses bras, puis elle est genre, pourquoi t'as des graphines partout ses bras? Puis là, Stéphane, il va dire, ben ça, c'est au chalet, là, hier soir, là, avec tes parents, là, tu sais, quand que je suis partie dans le bois pour chercher du bois, Colin, il dit, ben, je me suis graffiné partout ses branches, puis c'est ça, tu sais. Fait que là, Diane est comme, OK. Puis tu sais, en même temps, c'est son chum, puis c'est le père de son enfant, puis là, elle est comme... Mais clairement, elle trouve ça louche. Mais j'ai-tu mal compris? Il était au chalet quand? Pendant la disparition de Christine? Pendant la disparition de Christine Dubé, le samedi, donc le samedi 17 août 2002, ouais. Diane et son fils étaient au chalet de ses parents à Maniwaki. Stéphane Mongeon, lui, était à la maison. Il devait rester à la maison parce qu'il y avait autre chose. Là, dont le rendez-vous avec... dont le rendez-vous avec Christine Dubé, mais sa femme, ben sa blonde, excuse-moi, était pas au courant de ce rendez-vous-là. Genre, elle savait qu'il restait à la maison, mais c'était pour une autre... raison. Puis il est allé les rejoindre au chalet parce que là, son affaire de branche... Oui, c'est ça. Genre, puis après sa fameuse sortie, parce que dans le fond, le samedi midi, Stéphane, il y avait un méchoui avec des gens de sa job. C'était ça qui était prévu. C'est pour ça qu'il est pas allé au chalet dès le matin. Sauf que cette excuse-là de méchoui avec ses collègues de travail, ça la donnait bien parce que il allait pouvoir avoir le rendez-vous avec Christine Dubé le matin sans que sa femme elle sache parce qu'il était censé avoir annulé le rendez-vous, tu sais. Donc, le plan, c'est ça, c'est que Diane et son fils allaient au chalet de ses parents. Lui, il avait son genre de dîner brunch mi-choui extérieur en plein mois d'août. Puis après ça, il allait prendre l'auto, il allait les rejoindre à Maniwaki, il allait souper avec les beaux-parents. Puis le lendemain matin, le dimanche matin super tôt, il allait revenir à la maison à Gatineau pour poursuivre leur vie. Puis dans le fond, quand ils sont revenus à leur maison de Gatineau, c'est là que Diane a remarqué qu'il y avait des ventilateurs partout. Et là, plus tard dans la matinée, les polices qui viennent cogner. Et plus tard encore dans la journée, les polices qui viennent recogner à nouveau. Puis là, Diane, commence à genre se questionner. C'est ça comme la chronologie des événements. Je comprends. Pendant ce temps-là, le samedi, ben Christine, elle est portée disparue. Le dimanche, il y a comme les battus entre-temps. On trouve la voiture, on
pose des questions à Stéphane. Genre, tout ça se passe vraiment rapidement, là. C'est comme arrivé un samedi, puis là, on est le dimanche. Là, le dimanche après-midi, ça fait 2 fois que les policiers viennent. Ça va pas du tout. Diane, elle questionne non-stop. Stéphane commence à devenir un peu paranoïaque, puis il est genre regarde, laisse-moi faire, là, on va rallumer les ventilateurs, je vais retourner dans le sous-sol, puis je vais finir de nettoyer mon vomi parce que ça sent encore d'ailleurs, puis non. Puis là, il se met à genre nettoyer le tapis, mais genre vraiment intense. Tu sais, il y a des sueurs froides, puis là, Diane, là, elle va dire plus tard, avec son fils, que c'est vraiment là qu'elle a remarqué que ça allait pas, là, avec Stéphane. Mais tu sais, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle dénonce, elle sait même pas comme qu'est-ce qui se passe. Juste pour te raconter un peu comme les derniers temps là, dans leur couple. Tu sais, je t'ai raconté que de l'âge de 18 ans, toute sa vingtaine, Stéphane, ça l'allait pas du tout. Tu sais, il faisait comme... Ça fait 12 ans là, qu'il est avec Diane, mais il faisait quand même des actes exhibitionnistes pendant ce temps-là, puis elle était pas au courant. Là. C'est ça, elle savait pas pendant tout ce temps. Non, elle était pas au courant, puis il y a eu des plaintes, mais ça s'est jamais rendu à ses oreilles. Fait que Diane, elle avait aucune idée. Leur fils, il avait aucune idée que son père était de même. Tout son entourage, là, il savait pas, là, ses beaux-parents, ses parents à lui, personne ne savait. Mais ça devenait de plus en plus problématique. Et ça durait même pendant leur relation. Diane, elle va dire que leur vie sexuelle, là, de couple, était totalement normale. Il n'y avait jamais eu de pratiques étranges. Il avait jamais forcé Diane à faire quoi que ce soit. La seule affaire qu'elle trouvait à dire, c'est que depuis qu'elle était enceinte, elle avait moins le goût, elle avait moins de libido et tout. Donc, il y avait moins de pratiques sexuelles que d'habitude. Mais sinon, tu sais, comme il n'y avait rien à déclarer. On va apprendre donc que dans les mois qui ont précédé l'événement du 17 août, Stéphane, il y avait la libido dans le tapis. Puis, il aurait commencé à fréquenter des salons de massage érotique dans les semaines qui ont précédé cet événement pour avoir comme des petits extras, puis c'est ça, là, tu sais, comme se soulager ses besoins. On va apprendre également par des masseuses des salons érotiques où est-ce que Stéphane Mongeon avait été, qu'il devenait de plus en plus étrange de séance en séance dans les salons de massage. Fait que, tu sais, la première fois, il se laissait faire, il laissait la masseuse faire ce qu'elle avait à faire. Puis, de plus en plus qu'il y allait, il prenait toujours la même masseuse. De plus en plus, il devenait comme violent avec elle. Quand la masseuse, elle s'exécutait, il devenait comme... Il la pognait, genre, il pognait son bras. Il y a même une masseuse qui va dire à un moment donné qu'il l'a pogné à la gorge à un certain moment pendant qu'elle pratiquait ses actes. Ouais, puis elle avait comme pas su quoi faire, sauf qu'elle avait dit comme moi je veux plus le revoir là, ce client-là, parce que il a été vraiment sketch avec moi, tu sais. Fait qu'il devenait de plus en plus étrange, puis lui, dans sa tête, là, il devenait de plus en plus excité, puis il prenait plaisir à ça. Ça l'excitait de voir que la masseuse, elle capotait quand il l'avait pris par la gorge. Ça l'excitait de voir que les femmes avaient peur en sa présence. Il aimait ça comme se montrer de plus en plus dans les parcs, dans les endroits publics, puis il aimait ça voir le malaise dans le visage des femmes, tu sais. C'est vraiment ça qui l'excitait. On va apprendre aussi plus tard, parce qu'il a parlé de tout ça à un psychologue ou un psychiatre, parce qu'il en voyait à ce moment-là. Il va avoir confié plus tard qu'il a même essayé, avant de prendre un rendez-vous avec Christine Dubé, de prendre rendez-vous avec une agente immobilière, puis il avait prévu la tuer. Ça, on va le savoir vraiment plus tard, là. C'est comme Gisèle Pellico. Mais voyons, Dominique Pellico, c'est ça un peu qu'on le soupçonne d'avoir fait pour des victimes potentielles, là. Puis c'est ça, il dit, il a tout raconté, là, cet événement-là, là, c'était pas longtemps avant Christine Dubé. Dans le fond, il avait appelé à une compagnie d'agences immobilières et il avait pris un rendez-vous avec une agente en particulier qui trouvait de son goût. Il avait été sur les lieux, dans le fond, à la maison où est-ce qu'il devait se rencontrer pour visiter la maison et tout. Puis il avait apporté avec lui un couteau de cuisine. Il va vraiment l'avouer qu'il avait prévu la tuer. La seule raison pour laquelle c'est pas arrivé, c'est qu'à la dernière minute, l'agente immobilière lui a téléphoné pour dire que ça fonctionnait plus avec la maison, qu'il y avait eu comme... que le deal s'était réglé, genre, puis qu'ils allaient pas pouvoir avoir leur meeting cette soirée-là, donc ils pouvaient retourner chez lui. Quelle chance, cette femme-là. Elle, là, elle se serait fait tuer. Exactement, là. Tu comprends?
Là, tu vois, là, ça s'en va de pire en pire. Là, il a même fait une tentative de tuer quelqu'un, c'est juste que ça n'a pas fonctionné. Mais Stéphane, il est pas genre complètement déloulou. Il va se rendre compte qu'il y a un problème, puis il va décider de se rendre lui-même à l'hôpital, quelques jours avant l'événement avec Christine Dubé. Il va se rendre à l'hôpital, dans une espèce de clinique sans rendez-vous, puis il va demander à voir un médecin. Il va lui dire qu'il y a des problèmes niveau génital. Il va dire « J'ai des bizarres de fantasmes sexuels, puis j'aurais besoin de comme avoir des rendez-vous pour me faire suivre parce que je vais pas bien, puis j'ai des pensées étranges. » Mais il va rester comme vraiment évasif. Tu sais, c'est sûr que dans sa tête, c'est full confrontant, là. Il y a une partie de lui qui est genre... Il veut continuer. Il veut continuer, il veut écouter ses pulsions, mais il y a une partie de lui aussi qui va comme à l'encontre de tout ça puis qui dit genre « Arrête, va à l'hôpital, t'as un problème, tu vas aller trop loin, tu sais. » Mais c'est comme l'ange et le démon dans sa tête qui se battent ensemble, puis il est pas capable de tout dire à l'hôpital. Sauf que là, on parle ici d'une clinique sans rendez-vous, puis c'est très rapide là, dans ces situations-là. Le médecin, il voit un patient, c'est pas son patient à lui, c'est pas comme un médecin de famille, fait que c'est souvent comme très rapide. On est dans genre vouloir aider, vouloir retourner le patient super rapidement à la maison, tu sais, puis qu'il aille mieux. Sauf que c'est pas une genre de situation qui peut se guérir en 2 secondes, là, vraiment pas. Donc, le médecin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui donner comme une prescription pour qu'il aille voir un psychiatre, sans nécessairement passer sur une liste d'attente. Là, vraiment, genre, il lui donne les recommandations d'un psychiatre, puis il dit « Tel rendez-vous, tu vas y aller, blablabla. » Genre, faut que tu consultes. Clairement, il y a quelque chose qui va pas. Merci d'être venu nous voir. Puis, il dit, comme pour l'instant, la médecin qui s'appelle Suzanne Fortin, elle va lui prescrire un antipsychotique pour l'aider. Comme si moi, je m'en vais demain matin au médecin, puis je dis genre... Ben, j'ai une dépression, puis là, elle me connaît pas trop, puis elle fait juste me donner un antidépresseur, puis genre, si jamais ça marche pas, reprends rendez-vous. Ouais, c'est rapide. C'est un peu ça, tu sais, il y a pas de suivi. Mais là, lui, il est comme, OK, il sait, là, clairement qu'il a pas tout dit, mais il part à la maison, il a son antipsychotique, puis il se dit comme, ça va peut-être m'aider, tu sais, ça va peut-être faire arrêter les voix dans ma tête, puis je vais peut-être pas me rendre à faire quelque chose de très grave. La veille de son rendez-vous avec Christine Dubé, donc là, on est le vendredi 16 août 2002, Stéphane, il sent que là, ça va plus. Il est comme un peu en crise. Il a besoin d'avoir du sexe. Il a besoin de répondre à ses pulsions, à ses fantasmes. Ses médicaments, ça fonctionne pas. Il se sent pas comme compris. Il est pas capable d'aller vraiment à l'hôpital puis de dire exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire genre j'ai des envies meurtrières, j'ai des envies sexuelles, sadiques, aidez-moi. Il est pas capable. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre plein de médicaments, genre beaucoup trop, pas la bonne dose, puis il va essayer de se dire, genre, ben en faisant ça, en prenant genre 3 fois la dose que je devrais, peut-être que ça va m'aider puis ça va calmer mes pulsions. Ouais, genre, ça va le buzzer à la place, ouais. Ça va pas bien, là, tu sais. Puis pendant que, justement, il est en espèce de crise, c'est là qu'il va, en cachette, reprendre rendez-vous avec Madame Christine Dubé. Ça se combat dans sa tête, là. Ouais, il veut comme faire la bonne chose, mais il est pas capable de s'en empêcher. Donc là, le samedi, tôt le matin, Diane va quitter avec son fils vers le chalet de ses parents. C'est ça qui est triste, là, c'est que genre Stéphane, il a vraiment comme essayé de lancer des perches, là, genre d'aller à l'hôpital, il a essayé de faire un appel à l'aide, il a pas été capable. Genre, c'est fou, là, c'est comme, il savait qu'il y avait un problème, il savait où est-ce que ça s'en allait, vraiment, vraiment, mais il a pas été capable, puis comment que le médecin aurait pu savoir, tu sais, genre... Mais c'est la preuve que les gens qui ont ces problèmes-là, ils doivent avoir souvent, comme pour Stéphane, une partie d'eux qui sont conscientes que c'est pas bien. Mais le craving, le désir, la pulsion, c'est trop fort, c'est trop tentant. Fait que t'aimes mieux dire « Ok, je suis une mauvaise personne, mais j'ai trop envie de faire ça. » C'est spécial, là. Ce combat interne, là, c'est dommage parce que s'il était pas allé à moitié puis il avait été honnête puis il aurait tout dit, sûrement que ça l'aurait plus alarmé, la médecin, là. Hey, c'est vraiment spécial. Vraiment. Avant que je vous raconte la fameuse journée de qu'est-ce qui s'est réellement passé le samedi 17 août 2002 dans la petite ville de Gatineau, au Québec,
Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la nuit du 18 au 19 août 2002. Et c'est la raison, en fait, pourquoi on sait autant de détails sur cette affaire. C'est que Stéphane, pendant cette nuit-là, après le fameux dimanche où tout s'est passé, là, qu'il y avait comme du monde qui passait devant chez eux, qui devenait parano, qui lavait son sous-sol, genre de façon un peu maniaque, là, genre ça l'allait pas. Ben, cette nuit-là, Stéphane, il va en venir à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre solution et il va se mettre à la table de sa cuisine pendant que sa conjointe, Diane et son fils dorment et il va écrire 4 lettres. Une lettre à Diane, une lettre à son fils et les 2 autres à d'autres membres de sa famille. On ne sait pas exactement qui. C'est probablement sa mère, son frère, on ne sait pas. Puis, quand il va avoir fini de les écrire, il va déposer les 4 lettres sur la table de la cuisine. Il va quitter, à pied, vers le poste de police de Gatineau pour se rendre. Oh shit! Fait que ce combat-là, il l'a encore là, en lui, tu sais. Même pas 48 heures après la disparition de Christine Dubé, il se rend au policier par lui-même. Hey, c'est fou, là! Il y avait pas tant de preuves là, contre lui. Peut-être qu'il aurait pu s'en sortir. Tant mieux qu'il est allé se rendre. Ben, vraiment tant mieux, puis tu vas comprendre pourquoi, là, en plus, tant mieux, là, mais fucking tant mieux. Donc là, cette nuit-là, il arrive, il est à peu près 4 heures du matin, à ce moment-là. Il arrive au poste de police, il dit « Je m'appelle Stéphane Mongeon, je veux me rendre pour le meurtre de Christine Dubé. » Puis là, le poste de police, les policiers qui devaient être là cette nuit-là, ils devaient être genre... What the fuck? Mais c'est fou parce qu'à ce point-là, il y a quand même pas d'enquête officielle, on dirait, parce qu'il a même pas déclaré ni disparu ni morte, tu sais. Ça fait même pas 48 heures. Mais là, ils vont appeler Richard Do, qui, justement, était allé voir Stéphane Mongeon dans la journée même, là. Puis ils vont dire « Rends-toi au poste de police maintenant. Stéphane Mongeon, le gars que t'as vu 2 fois dans la journée, il est là pour confesser son meurtre. » Richard se réveille en panique, se lève, s'habille, se rend au poste de police et il va avoir Stéphane Mongeon devant lui pendant un interrogatoire pour les 2 heures qui suivent. Ça va prendre 2 heures, mais Stéphane Mongeon va raconter la journée du 17 août en détail. Le matin, super tôt, Diane et son fils quittent vers la maison de ses parents à Maniwaki pour passer la journée. Il y avait un brunch qui était prévu, c'était ça le plan, sauf que, comme je l'ai dit tantôt, Stéphane, il pouvait pas partir en même temps qu'eux parce que lui, il avait un dîner, il avait un méchoui avec sa job. Stéphane va se rendre à un espèce de club vidéo. C'est pas dit exactement c'est quoi, mais c'est comme un dépanneur qui avait des films et une section 3X. Il se rend directement dans un dépanneur pour louer 2 films pornographiques. C'est ça la première chose qu'il fait. Hey, ça presse, là. Surtout que là, la veille, il a pris un paquet de pilules. Là. Il doit pas bien aller, là. Oui. C'est vraiment pressant, là, son affaire. Il revient chez eux, il écoute les 2 films back-à-back, et à ce moment-là, genre au moment où les 2 films terminent, il est à peu près 10 heures. À peu près son rendez-vous avec Christine Dubé. Pauvre Christine, oh my God. Donc lui, il est genre fraîchement, soulagé sexuellement, là. Il est encore genre sur son espèce d'adrénaline il vient d'écouter 2 films porno, là. Et puis là, Christine sonne à la porte. Ce matin-là, le stagiaire de Christine l'a appelé juste avant le rendez-vous pour dire qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas se présenter avec elle. Oh my God! Sauf que Christine, comme elle a vu le frère de son client v'là 2 jours, genre, puis qu'elle a vendu une assurance, puis que tout a bien été, tu sais, de ce côté-là, ben, elle est pas tant stressée que ça, puis elle se dit, ben là, tu sais, j'ai vu son frère, c'est correct, là. Là, je m'en vais voir lui, puis ça va être la même affaire, ça va durer 1 heure, ça va être fini, bye-bye. Donc, elle décide d'y aller pareil, même si son stagiaire n'y est pas présent. Elle sonne à la porte et Stéphane Mongeon va lui répondre. Il va la trouver tellement belle quand elle va rentrer. Il va raconter ça aux enquêteurs, à l'enquêteur en fait. Christine vient s'installer dans le salon de Stéphane Mongeon. Il s'assoit près d'elle. Puis, avant même qu'elle commence à parler et tout, il va dire
Hey, ça te dérange-tu? Genre, excuse-moi, j'ai un peu chaud, là. Tu sais, on s'entend, on est au plein mois d'août, en plein été, là. Il va dire, excuse-moi, j'ai un peu chaud, ça te dérange-tu si je vais juste comme mettre mon bas de maillot de bain à la place de mes jeans, là, j'ai un peu chaud, puis j'aimerais ça être à l'aise. Tu sais, t'es comme arrivé vite. Puis là, elle dit, ouais, y a pas de problème. Donc là, Stéphane, il s'en va dans sa chambre, il va se changer, puis quand il revient, il est genre à 2 pouces de la face de Christine, en speedo. Mais genre, rien qu'un speedo, là. Pas d'autres vêtements. Que... Fait que là, Christine, elle voit ça. Ouais. Elle voit ça, elle devait tellement paniquer, là. Tu sais, déjà, elle est tout seule dans la maison d'un inconnu. Là, elle est assise dans son salon, puis lui, il revient, il arque, là, comme il est en speedo devant elle, puis là, elle doit y vendre des affaires de bourse d'études, genre, what the fuck. Mais elle commence, tu sais, elle commence à y faire son genre de pitch de vente, puis lui expliquer qu'est-ce que ça comprend, les services qu'il veut acheter et tout. Sauf que Stéphane, il en a rien à faire, puis il l'écoute pas pantoute, puis il fait juste, genre, se rapprocher d'elle de plus en plus pour venir finalement s'asseoir juste à côté d'elle. En speedo. Puis pendant qu'elle parle, il va commencer à enlever son speedo et à se toucher devant elle. Parce qu'on s'entend, c'est un de ses plus gros fantasmes. Je suis tellement pas bien. Ça me fait des frissons. Je déteste. Je déteste ça. Arc, arc, arc. Là, genre, c'est maintenant que je vais faire un trigger warning, là, comme tout ce que je m'apprête à raconter, c'est comme de la plus grosse violence ever. C'est gratuit. Ça va être très graphique. Je vais parler d'agression sexuelle, je vais parler de meurtre. Donc là, comme je disais, Stéphane, il enlève son speedo. Il commence à se montrer nu devant elle, à s'exhiber. Elle va tout de suite comme réagir en se levant debout et en quittant, parce que là, c'est trop, puis c'est sa première réaction. Donc, elle se lève aussitôt, puis elle part à course pour quitter. Sauf que... Juste un petit fait comme ça, là, Stéphane Mongeon, il mesure plus de 6 pieds, pèse plus de 300 livres et il a fait des cours d'arts martiaux et de kickboxing pendant quand même longtemps. Oh my God. Juste empirer encore plus la situation. Là. Oui, c'est un gros gars baraqué, puis c'est pas une petite fille de 5 pieds 2 qui va l'arrêter. Donc, Christine, elle se lève debout, elle part pour courir, il la rattrape aussitôt. Il va la frapper à la tête jusqu'à ce qu'elle tombe à terre. Il va la frapper 5 fois. Elle va ramper sur le sol pour essayer d'atteindre la porte d'entrée principale et quitter. Sauf qu'au moment où elle va se rendre à la porte, il va la pogner, puis il va la botter en bas des marches du sous-sol. Le sous-sol, les escaliers étaient vis-à-vis la porte principale. Elle va passer par-dessus la rampe, tellement elle revole fort du bas des escaliers, puis elle va atterrir directement sur sa tête, ce qui va lui causer une fracture du crâne. Sauf que le coroner, il va être capable de dire qu'elle n'est pas décédée, malheureusement, de cette fracture du crâne. Elle aurait probablement, fort probablement, été paralysée à partir de ce moment-là, mais c'est pas ça qui va l'avoir tuée. Donc, ce qui va l'avoir tuée, c'est que Stéphane, il va descendre en bas, il va aller la rejoindre, puis il va commencer à lui donner des coups de pied à la gorge. Et elle va finalement mourir de strangulation. Au moment où Stéphane Mongeon va réaliser que Christine ne bouge plus et qu'elle est fort probablement décédée, il va ramener son corps à la salle de bain à l'étage, la déshabiller au complet et il va la mettre dans le bain puis couler l'eau complètement froide sur son corps pour tenter de la réanimer. Bien sûr, on s'entend, là, ça ne va pas fonctionner. Christine est déjà décédée. Puis il va s'en rendre compte assez vite que c'est fait. C'est un échec. Il ne la réanimera pas. Et surtout pas de cette manière-là. Non, vraiment pas. On s'entend, là, il a pris le temps de la déshabiller là, pour la mettre dans le bain. Là. Pourquoi? Là, ce que je m'apprête à vous dire, c'est le plus dégueulasse dans l'histoire, là, selon moi. Mais c'est qu'un coup qu'il va l'avoir déshabillée, il va pratiquer... En fait, il va avoir des relations sexuelles avec son corps, le corps de Christine, post-mortem, à 2 reprises. Ça veut dire qu'il va le faire une fois, avoir un orgasme, avoir du plaisir, et il va le refaire une 2e fois. Et c'est par la suite qu'il va emballer Christine dans des couvertures, puis ensuite dans une poche de hockey. Là, ça m'a vraiment beaucoup fait penser au cas de Josiane Arguin là, que j'avais fait... il y a quelques temps, là. Puis, bref, il va l'emballer dans des couvertures, la mettre dans une poche de hockey, puis il va commencer le ménage de la maison.
Après avoir tout nettoyé, du moins presque tout nettoyé, tu sais, il va nettoyer la salle de bain, il va nettoyer le rez-de-chaussée au complet, la rampe d'escalier, l'escalier, le sous-sol, tout ça. Il va partir les ventilateurs. Eh bien, à 11h30, il va avoir terminé tout ça. Ça leur a pris 1h30 entre le moment où Christine est arrivée chez lui et le moment où il a terminé le ménage, entre guillemets. Là. C'est quand même rapide. Et donc, après tout ça, il va se créer un alibi, prendre son téléphone, appeler le numéro de Christine pour lui laisser un message sur la boîte vocale disant qu'elle ne s'est pas pointée, qu'il est tanné d'attendre. Genre, il a pu reprendre sa voix normale pour parler au téléphone puis faire ce message. Après tout ce qui vient de se passer, là. Il va ensuite prendre la poche de hockey. Il a tout mis dans la poche de hockey, là, ce qu'il avait utilisé pour faire le ménage. Donc, les guenilles, les outils, tout, là. Il a tout mis dans la poche de hockey. Puis, il va amener ça dans sa caravane à l'extérieur, une caravane rouge. Sauf que là, pas longtemps après, là, il y a à peu près midi 30, il y a 3 collègues de Stéphane Mongeon qui vont arriver chez lui pour venir le chercher pour aller au Michoui. On va l'apprendre vraiment plus tard là, dans les témoignages, mais quand ils vont arriver, ils vont remarquer 2 choses. Première des choses, il y a une deuxième voiture inconnue dans l'allée de Stéphane Mongeon qu'on ne connaît pas, une Pontiac noire Sunfire. Et deuxième chose, Stéphane, il était comme tout essoufflé, hein, genre en sueur. Il portait juste une camisole blanche, des petites shorts d'été, puis il y avait des gants en cuir. Donc ça, c'est vraiment étrange, là. Puis dans le fond, Stéphane, il va répondre, il va dire « Hey, tu sais, finalement, je viendrai pas au Michoui, vous pouvez y aller sans moi, j'ai bien du ménage à faire, là. Diane n'est pas là, fait que c'est moi qui m'en occupe, puis j'ai pas le temps aujourd'hui, je viendrai pas. » Quand les collègues de Stéphane vont partir, il va prendre la voiture de Christine et va aller le porter au 500 rue Grébert, en laissant la plaque d'immatriculation et les clés de la voiture dans le coffre, comme je l'ai dit. Il va ensuite rentrer chez lui à pied, terminer de préparer ses petits cossins, et ensuite, il va quitter avec sa vanne qui contient la poche de hockey avec le corps de Christine Dubé à l'intérieur. Il va donc faire la route, le genre de 2 heures, 2 heures et demie de route pour se rendre à Maniwaki et aller rejoindre sa conjointe et son fils chez les beaux-parents. Et seulement genre à environ 3 kilomètres du chalet de ses beaux-parents. Là. Fait qu'il était rendu à Maniwaki, il était sur le bord d'arriver au chalet. C'est là qu'il va comme arriver dans des petites routes de campagne, des petites routes de forêt, genre un peu éloignées de la civilisation. Puis il va passer à côté d'une sablière. Donc c'est comme un peu un terrain vague avec des buttes de sable. Tu vois ça là, souvent, mettons, en région. Puis là, il y a des petits gars qui vont aller là-bas faire de la motocross puis des affaires même, là. Il va sortir de l'auto et il va sortir Christine de la poche de hockey, la laisser dans les couvertures et la mettre dans le sable à cet endroit-là. Il va recouvrir Christine de un peu de sable, mais genre vraiment, là, il fait pas les choses comme il faut, là. Il y a genre 1 pouce de sable qui va avoir été placé sur le corps de Christine, là. Fait que n'importe qui aurait pu tomber dessus. C'est sûr que c'est comme un endroit pas très passant, là, il y a pas beaucoup de monde qui se rendent là, mais il a vraiment pas bien fait les choses, là, il l'a pas enterré du tout, il l'a juste foutu là. Et quelques mètres plus loin, quand tu passais sur une espèce de petit pont, là, dans la forêt toujours, il aurait pitché le reste de la poche de hockey avec toutes les guenilles, les outils qu'il avait utilisés dans la rivière en dessous du pont. Et il se serait rendu au chalet des beaux-parents. Ce qu'on va pouvoir constater et apprendre de Diane plus tard, c'est que cette soirée-là, ben, il était super heureux, il avait le sourire aux lèvres, il mangeait avec appétit, ils ont fait un barbecue au chalet des beaux-parents, puis il n'y avait rien à signaler. Il a dormi là-bas et le lendemain matin, très tôt, ben, ils ont refait la route, puis ils ont retourné à la maison. Et c'est là que Diane a vu les ventilateurs en question. Hey, ça me fait que là, dégoûte. Tout ça, là, il vient d'avouer ça à Richard Do, l'enquêteur principal de l'enquête. La seule affaire pour rassembler comme son témoignage et le lier à tout ça, c'est en fait de trouver les preuves et de trouver le corps. Stéphane Mongeon va appeler son avocat tout de suite, et l'avocat de Stéphane va lui donner l'accord d'aller avec les policiers de Gatineau pour qu'il leur montre, en fait, c'est où est-ce qu'il avait laissé le corps de Christine. Parce que c'était quand même assez flou, là, et vague, là, comme explication. Donc, bref, il a donné l'accord et ils ont pris la route pour tout de suite aller trouver le corps de Christine Dubé. Ça va vraiment pas prendre de temps. Ils vont faire la route. Stéphane Mongeon va pointer c'est où qu'il a laissé le corps.
ils vont trouver le corps de Christine Dubé. Et pas longtemps après, ils vont aller voir dans la rivière et miraculeusement, le sac, là, la poche de hockey qui avait pitché dans la rivière, elle va avoir pogné dans une genre de branche sur le bord de l'eau. Fait qu'elle va être encore là. L'eau passe en dessous, mais genre le sac est pogné dans la branche. À l'intérieur du sac, ils vont pouvoir trouver toutes les guenilles, tous les outils qui ont été utilisés, les produits ménagers, tout ça. Ils vont trouver également les vêtements de Christine, ses souliers, tout ce qu'elle avait sur elle, puis les documents qu'elle avait apportés avec elle pour son travail. Ce qui est triste, c'est que c'est cette journée-là, le lundi 19 août, vers à peu près midi, après toute la nuit d'interrogatoire, le fait d'aller trouver le corps, eh bien, la famille de Christine Dubé vont apprendre aux nouvelles qu'un corps a été trouvé dans le coin de Maniwaki et qu'il serait probablement lié à la disparition de Christine Dubé. Aux nouvelles! C'est comme ça qu'ils vont l'apprendre pour la première fois. Come on! Pas longtemps après avoir vu ça aux nouvelles, c'est là qu'ils vont recevoir l'appel de l'enquêteur pour leur demander de venir identifier le corps parce qu'ils sont pas mal... En fait, sont convaincus que c'est le corps de Christine Dubé parce que Mongeon y est avec eux. Imagine, là, genre la famille, ils apprennent ça aux nouvelles, ça fait moins de 40... En fait, ça fait 48 heures pile à peu près. Puis c'est exactement ce qu'ils pensaient, là, genre, ils étaient convaincus que c'était Stéphane Mongeon, tu sais, depuis le début, ça l'a full découlé vite. Hey, ils le savaient dès le début, là, dès la première minute qu'ils ont vu Stéphane, il était comme il est louche. Puis là, toutes leurs pires craintes se sont avérées vraies. Hey, c'est terrible. En effet. Prochaine étape, l'identification du corps. La famille de Christine Dubé se rendre au lieu et identifie effectivement que c'est Christine Dubé, leur fille, leur mère, leur femme. Ensuite, les policiers ils vont inspecter la camionnette de Stéphane Mongeon comme dans les détails. Ils vont être capables de trouver des gouttelettes de sang dans la camionnette, chez Stéphane Mongeon, un peu partout dans la rampe d'escalier, surtout dans le sous-sol. Ça l'avait vraiment été mal nettoyé. Ils vont être capables de trouver l'ADN de Christine Dubé partout dans la camionnette et dans la maison de Stéphane Mongeon, mais également l'ADN de Mongeon sur le corps de Christine Dubé. Donc, ils sont vraiment capables de comprendre que tout ce que Stéphane Mongeon a dit à l'enquêteur, c'était vrai. Lorsque le visage de Stéphane Mongeon va apparaître dans les nouvelles, comme quoi c'est lui, il va y avoir des dizaines et des dizaines de filles, de femmes qui vont se présenter pour rajouter à l'histoire, pour dire qu'ils ont déjà été flashés par Stéphane Mongeon, qui ont déjà été harcelés verbalement par Stéphane Mongeon, qui se sont déjà fait appeler au téléphone par lui. Bref, il va y avoir plein de monde qui vont être capables de dire que eux aussi, ils ont déjà vécu certaines aventures avec Stéphane. C'était un prédateur depuis des dizaines d'années. Il avait fait d'autres victimes. Vraiment. Il va ensuite être évalué par des psychiatres pour qu'on soit sûr qu'il soit capable de subir son procès. Mais directement après son analyse, là, son évaluation, il va être jugé apte à suivre son procès. Mongeon va être premièrement accusé de meurtre au 2e degré, mais grâce au procureur de la Couronne, Sylvain Petitclerc, qui va avoir dit... en tout cas, qui vont en avoir dit assez, ils vont comme changer la poursuite pour meurtre au 1er degré. Ben oui, c'est prémédité, là. C'est ça. Le docteur Jacques Talbot, qui est un expert, en fait, du côté de la Couronne, donc c'est un psychiatre qui travaille pour la Couronne, il va être capable de dire que vraiment, tu sais, depuis, dans tous les registres qu'on a, tous les psychologues qu'il a vus, les psychiatres qu'il a vus, Stéphane Mongeon, il allait pas bien, puis il avait des pensées depuis l'âge de 18 ans, en fait, des pensées meurtrières, des pensées sadiques. Avec tout le procès, toute la famille de Christine Dubé vont être au procès, tous les témoignages de tout le monde qu'on va avoir, c'est vraiment pas compliqué. Le procès va durer 2 semaines. La délibération va durer 1 journée. Et finalement, le verdict final, le jury va se prononcer et va déclarer Stéphane Mongeon coupable de meurtre au 1er degré et va donc se voir attribuer la sentence de 25 ans de prison, donc prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Avant 25 ans? Oui, c'est ça, excuse-moi, avant 25 ans. Son avocat à lui, là, à Stéphane Mongeon, qui s'appelle Jacques Gagnon, il va déclarer plus tard, là, après le procès, que
lorsque le verdict a été rendu, Stéphane il a montré aucune sensibilité, genre aucune émotion, aucun remords. Il avait l'air de s'en colisser ben raide. Mais c'est bizarre, tu sais, parce qu'il avait de l'air en conflit interne un peu. Tu sais, oui, il a essayé de ramasser derrière lui, mais ça a pas pris de temps qu'il était allé se dénoncer. Et il était allé voir de l'aide un peu, il avait essayé d'aller voir de l'aide. Fait que j'aurais cru qu'il se sente mal s'il a avoué, tu sais, s'il s'est déclaré, s'il s'est dénoncé. Il l'a montré à certains moments, là, par la suite, mais quand vraiment, tu sais, il y a eu le verdict, genre, il a montré Il a shut down. Ouais, il a comme shut down, justement, puis... Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il est découragé de lui-même puis que là, il veut se protéger à partir de maintenant ou genre vraiment il a pas d'émotion puis c'est un psychopathe? Genre, on va vraiment pouvoir se poser des questions là à partir de ce moment-là parce que on comprend pas trop comme qu'est-ce qui se passe dans sa tête et tout. Le juge, qui s'appelle Jean-Pierre Plouffe, va ordonner qu'on place l'ADN de Mongeon dans une banque nationale de délinquants sexuels. Donc, peu importe pendant sa sentence, après sa sentence, il va toujours rester dans la banque de délinquants sexuels. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit d'autre, ben, on va être capable de le retracer facilement. Puis, si jamais on trouve des nouvelles informations, même pendant son incarcération, ben, ça va être comme plus facile à flaguer. Il y a certaines personnes, certains professionnels, certains psychiatres qui vont dire en fait que c'est... Si Stéphane Mongeon avait pas été se livrer lui-même à la police, genre on sait pas ce qui se serait passé, mais fort probablement qu'il aurait pu devenir un tueur en série parce qu'il y avait tous les critères pour le devenir. Parce qu'à la base, Christine Dubé, il la connaissait pas. Il a juste comme suivi ses pulsions. C'était une personne qui était là au mauvais moment... T'sais, au mauvais endroit, au mauvais moment, ça aurait pu être n'importe qui, puis il était tellement comme pas capable de s'auto-gérer. Si jamais, là, cette journée-là, mettons, il y avait une petite voix dans sa tête qui avait dit de ne pas aller se dénoncer à la police puis de continuer comme ça, il aurait fort probablement fait d'autres victimes. En tout cas, c'est ce que les experts y pensent, tu sais. Eh bien... Là, on pense que tout va bien. Ben, tout va bien. On pense que, genre, justice a été rendue. Il a eu sa peine de 25 ans de prison. Donc là, on se dit, wow, parfait, tu sais, la famille peut commencer à faire son deuil, a l'esprit un peu tranquille, dans le sens que là, en ce moment, il est en prison, il risque de ne jamais sortir, parce qu'on est convaincu qu'il aurait pu devenir un tueur en série, que c'est un danger pour la société, que tout ça, c'était prémédité. On n'a pas beaucoup d'espoir pour lui, il était apte à subir un procès. Je suis en train de faire des maths dans ma tête, puis j'ai peur de ce que tu vas dire, parce qu'on est en 2025, là. Exactement, ma chère Justine. Quand je me suis intéressée à ce cas, j'ai fait les maths assez vite, moi aussi, et j'ai vu que là, clairement, là, 25 ans, c'est bientôt. C'est bientôt qu'on va en reparler. Eh bien, j'ai rapidement vu dans mes recherches qu'il y avait du nouveau dans l'affaire. Non! J'ai comme bientôt fini mon épisode, là, mais là, ce qui s'en vient, c'est pas très jojo parce que, effectivement, ça fait seulement 22 ans que Stéphane Mongeon est en prison. J'imagine, justement, que vous savez où je m'en viens avec ça. Eh bien, en septembre 2024, ça fait pas longtemps, seulement quelques mois, après 22 ans derrière les barreaux, Stéphane Mongeon va enfin avoir la chance de demander sa première libération conditionnelle. Mais pas juste ça, c'est qu'on va réaliser que ça n'a pas été dit haut et fort dans les médias, à la télé, dans les journaux, tout ça. Ils s'en vendent pas, mettons. Mais en avril 2024, eh bien, Stéphane Mongeon serait sorti une première fois. Une première visite avec, comment tu dis ça, une escorte. Genre, il était escorté, mais il aurait fait une première visite en avril 2024 à sa famille dans la ville de Gatineau. Parce que quand tu veux faire des visites là, d'une journée, ben t'as plusieurs raisons qui te permettent de le faire. Ça peut être juste la raison compassion. Tu peux faire une demande juste par compassion. Tu veux sortir une journée parce que t'as montré une certaine émotion, puis que t'es... En tout cas... Ça te ferait du bien d'aller voir ta famille une journée, puis si t'es gentil, ils peuvent te donner ce privilège-là, genre? Exactement. Puis...
Ça peut être une raison familiale, ça peut être une raison médicale, mais en avril, bref, il se serait fait dire oui pour une raison de compassion et il aurait fait une première sortie à Gatineau. La famille était au courant, mais ça l'a pas été dit haut et fort dans les médias, là, vraiment pas. Sauf que là, en septembre, il pouvait demander pas juste genre une sortie d'une journée avec un escorte, mais bien une libération conditionnelle. Fait que là, c'était un petit peu plus paniquant. En septembre, il y a eu beaucoup d'entrevues dans la famille de Christine Dubé parce que là, la famille, ils sont genre, ben non, non. On ne veut pas qu'il sorte, ça fait juste 22 ans. Vraiment, là, ils sont pas d'accord, puis ils vont commencer à faire une pétition. Ils vont partir une pétition que je vais mettre dans la barre de description de l'épisode, là, d'ailleurs. Vous pourrez aller voir la pétition si vous voulez. Mais ils vont faire une pétition pour qu'on montre, en fait, à toute la population qu'on ne veut pas que cette personne sorte, qu'il est toujours un danger pour la société. Il va y avoir une entrevue avec TVA, une entrevue avec le Journal de Montréal et tout. Puis, dans une entrevue, justement, avec Cube Radio, il y a un journaliste, un animateur radio, je sais pas comment le dire, mais qui va avoir eu la mère de Christine Dubé et la fille de Christine Dubé en entrevue pour qu'ils viennent justement parler de la fameuse pétition, pour qu'ils viennent comme aviser toute la population que c'est très important qu'ils ne sortent pas, parce que eux, en étant les proches de la victime, ben, ils ont certaines informations que nous, le public, on n'a pas. Donc, chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Stéphane Mongeon dans la prison, puis ça doit être ça pour tous les cas, là, mais chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Stéphane Mongeon, genre de quoi de nouveau, il se fait transférer de prison, il se fait rapprocher de tel endroit, il y a une sortie publique, etc., ben eux, ils se font aviser en premier. Lors de cette fameuse entrevue, on va vraiment comprendre par leur témoignage là, à la mère et à la fille que la famille et les proches des victimes n'ont vraiment pas autant de privilèges que les meurtriers eux-mêmes. Et en écoutant cette entrevue-là, là, ça m'a vraiment fait peur, là. Parce que, tu sais, on l'a toujours dit un peu, là, que des fois, là, pendant les procès, on a l'impression qu'on protège beaucoup plus le meurtrier que la victime, là. Eh bien là, c'est fou comment pendant cette entrevue-là, genre, on peut voir à quel point c'est vrai et c'est encore d'actualité, puis ça fait peur. Mais par exemple, pour la fameuse audience qui a eu lieu le 25 septembre dernier, Stéphane Mongeon était présent, accompagné de son avocat, bien entendu, qui est à ses côtés, qui s'assure que Stéphane paraisse bien, qui dise exactement les bonnes choses, qu'il soit protégé. Sauf que la famille et les proches de la victime de Christine Dubé, eux, n'ont pas le droit d'avoir un avocat. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir de conseiller juridique, ils ont pas le droit. C'est juste comme ça que c'est fait. Puis ça, ils l'ont dit haut et fort pendant l'entrevue à Cube Radio et j'ai capoté quand j'ai entendu ça. À l'audience du 25 septembre, la seule affaire qu'ils avaient le droit de faire, c'était une lettre. Donc, ils pouvaient écrire une lettre de tant de mots, tant de pages maximum. Il y avait un maximum. Sans conseiller juridique, sans avocat qui les aide à écrire cette fameuse lettre-là. Fait que c'est juste de leur cru, tu sais. Déjà que eux, après 22 ans, ils doivent se remettre dans le bain, doivent repenser à tous les mauvais souvenirs, le cauchemar qu'ils ont vécu. Ben là, en plus, ils n'ont pas d'aide, ils doivent écrire une lettre. Puis cette lettre-là va être envoyée d'avance à Stéphane Mongeon pour que lui, il puisse la lire et qu'il dise à son avocat s'il y a des choses dans la lettre qui ne lui plaît pas. Fait que la lettre, là, autrement dit, la lettre des victimes, là, des proches de la victime, de la mère de Christine Dubé, de la fille de Christine Dubé, ben cette lettre-là a été genre corrigée, si on veut, par Stéphane Mongeon lui-même avant le procès. Puis s'il y a des choses à retravailler, ben l'avocat de Stéphane Mongeon, il renvoie la lettre à la famille, puis ils disent « Corrigez telle affaire, vous pouvez pas dire tel mot, vous pouvez pas dire telle affaire. » Puis pendant le procès, là, pendant l'audience, la famille, la personne qui va être comme porte-parole pour lire cette fameuse lettre, elle ne va pas pouvoir dire aucun mot de plus. Si elle dit un mot de plus qu'il est écrit dans la lettre, genre un mot de plus que Stéphane n'a pas déjà lu, elle pourra plus continuer sa lettre.
Fait que c'est fou, là. Genre, on protège le meurtrier pour pas que ce petit monsieur y entende des choses qu'il a pas envie d'entendre. Puis la famille, ils ont pas le droit, genre, sur le coup, de le regarder dans les yeux puis dire réellement, genre, ce qui leur vient en tête. Faut absolument qu'ils suivent la lettre qu'ils ont écrite à l'avance. Genre, s'ils ont oublié certaines informations ou s'ils ont envie spontanément de lui communiquer une information, ils ont pas le droit. Ben, voyons, c'est ridicule. Ouais. Puis c'est vrai, là, c'est comme ça que, genre, la Charte des droits et libertés, elle est faite, c'est comme ça que les lois criminelles sont écrites, c'est comme ça, puis ils ont pas d'autre façon. Stéphane Mongeon, il a été protégé, là, dans cette histoire-là, puis il pouvait, là, justement, préparer ses réactions à l'avance, parce que la journée de l'audience, le 25 septembre, il savait déjà ce qu'il allait se faire lire. Il peut répondre, puis dire les bons mots, puis les bonnes excuses, puis... Voyons! Il est préparé. À travers cette entrevue-là, on a comme appris beaucoup plus de détails que jamais, parce que c'est ça, comme je disais, on n'a pas toutes les informations de ce qui se passe avec les prisonniers dans les centres de pénitencier. On sait pas tout, sauf que là, dans cette entrevue-là, la mère et la fille ont révélé beaucoup d'informations qu'on savait pas. En 2017, ça fait pas si longtemps que ça, Stéphane Mongeon, il s'est fait diagnostiquer par un psychiatre d'un trouble exhibitionniste grave et d'un trouble de sadisme sexuel. En 2017, il s'est fait arrêter en 2002. Là. Ça veut dire que genre tellement d'années plus tard, 15 ans plus tard, on est capable de dire que Stéphane Mongeon n'a pas changé, qu'il est encore dangereux. Puis aussi, grâce à la mère et à la fille, on va apprendre qu'à plusieurs reprises en prison, il y aurait eu des comportements problématiques face à des femmes. Parce que oui, tu sais, des fois, il y a une garde de prison c'est une femme, il y a une infirmière, là, il doit aller à l'infirmerie, c'est une femme. Une fois, c'était une agente, comment dire? Agente correctionnelle? Ouais, son agente correctionnelle, en tout cas, qui s'occupait de lui pour sa libération conditionnelle, c'était une femme. Eh bien, on va apprendre qu'au courant de toute sa peine qu'il a vécue jusqu'à maintenant, là, ses 22 ans, il aurait plusieurs fois essayé de s'exhiber devant une femme en prison. Il aurait essayé de se toucher, il aurait essayé de commettre ce genre d'acte en présence de femmes. Ça veut dire là, que il n'a pas été parfait du tout là, pendant ces 22 ans. Là. On est capable de voir qu'il n'a pas nécessairement changé, puis qu'à la seconde où il va être mis dehors, là, que ce soit avec une escorte ou pas, c'est un danger pour la société. Là. Juste l'idée de penser à lui donner ce genre de privilège-là de sortir pendant quelques instants, soit avec une escorte ou éventuellement d'être libre, là. Même s'il est sur une liste là, de délinquants sexuels, ça va pas l'empêcher là, de faire ce genre d'acte-là. Tu sais, on est capable de le diagnostiquer d'un sadisme sexuel. Puis on pense que c'est une bonne idée de le remettre dans la société. Mais là, y a-tu été accepté, sa libération? Eh bien, c'est là où je m'en venais. L'audience va avoir lieu le 25 septembre. La famille va lire sa fameuse lettre pendant que monsieur est protégé. Eh bien, le verdict, oui. On t'offre la possibilité, en fait, pas tout de suite la libération finale, pas complète. Mais oui, on accepte que tu puisses sortir avec escorte quand tu veux pour voir ta famille. Tu vas pouvoir faire des demandes quand bon te semble. Puis sa libération possible complète, là, sa sortie complète, elle peut être faite le 19 août 2027. J'ai pas de mots. Il y avait tellement de nouvelles là, dans le mois de septembre par rapport à ça, et c'est les dernières nouvelles qu'on a. Parce que quoi? À partir du moment où le verdict a été rendu, il n'y a pas eu d'autres nouvelles qui ont été écrites à la suite du verdict. Simplement, les nouvelles qui étaient déjà sorties, les chroniques, les journalistes qui ont déjà écrit là-dessus, ils ont mis à jour leur article, mais il n'y en a aucune nouvelle qui sont sorties. Il y a une information minuscule, là, ça dure une phrase qui dit que ça lui a été accordé, mais il n'y a pas d'autres articles qui ont été faits depuis ce jour. C'est inquiétant, on dirait. Fait qu'encore là, on a l'impression que on protège le meurtrier, là. Genre, il n'y a pas d'article qui a été fait. Ça veut dire que, genre, probablement que l'Agence de libération conditionnelle du Canada protège Stéphane Mongeon pour, justement, qu'il arrive rien. On fait juste le dire tout bas, comme ça, si jamais il y a du monde qui veulent s'en prendre à lui et qui savent qu'il est dans la région pendant telle journée, on le protège. C'est ça que ça veut dire, tu sais. Hey, mais il protège pas la population en le laissant en liberté, tu sais.
Non, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas dire haut et fort les noms de tout le monde qui était en lien avec cette affaire-là, que ce soit la conjointe de Stéphane Mongeon, son fils, que ce soit du côté de la victime de Christine Dubé. Je voulais pas dire aucun nom parce que jusqu'à ce jour, ces gens-là avaient encore leur nom. Ils pensaient qu'ils se faisaient aider par la société, tu sais, par le système de justice. Ils pensaient que, genre, il avait un peu réussi, tu sais, que Stéphane Mongeon, il allait rester en prison. Sauf que là, après 22 ans, de voir qu'on va potentiellement le libérer avant que sa sentence soit finie, c'est terrible. Eux autres, ils se sentent plus en sécurité du tout. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent potentiellement changer leur identité. On les nomme plus, on les nomme pas dans les médias non plus, on veut les protéger. Mais genre, pourquoi, si on veut les protéger, on le garde pas en dedans? Cet homme-là, OK, il a suivi des cours, genre, pour les délinquants sexuels, mais comme, il n'est pas prêt, là. Puis je suis sûre qu'il sait lui-même, au fond de lui, qu'il est pas prêt à sortir. C'est sûr. Je serais curieuse de savoir le raisonnement de pourquoi il commence à lui permettre des sorties pour éventuellement le libérer sous condition. Là. Je serais vraiment curieuse de savoir pourquoi. Ouais, ça me purge. Puis ça me purge qu'il y a personne qui ait fait d'article depuis, qu'il y a personne qui crie haut et fort où est-ce qu'il est, genre, s'il fait une sortie. Là, on sait qu'il a fait une sortie à Montréal en septembre, on sait qu'il a fait une sortie en avril, mais comme ça va continuer, puis on le protège, on le dit pas, on fait juste comme l'aider à revenir pour éventuellement qu'il puisse sortir pour de bon. Parce que sa libération, genre finale, complète, là, non, excuse, mais dis ce que t'allais dire. Non. Parce que je suis trop dedans, là, je suis fru, là, je suis en tabarnak. Mais vas-y, qu'est-ce que t'allais dire? Ben, comme tu dis, on dirait qu'ils essaient juste de le passer en dessous de la table puis que ça passe dans le beurre puis que pour pas fâcher la population parce qu'ils savent que ça n'a pas de bon sens, on dirait. Ouais. Ils sont comme, ouais, on le libère, mais comme, on espère que personne va être fru, là, parce que c'est vrai que c'est wack comme décision, mais genre, pourquoi vous le faites d'abord? C'est fou, là, genre, il y a comme 3 phrases, là, sur toutes les internets. C'est terrible, là. Terrible, terrible, terrible. Puis sa libération complète, c'est quand même bientôt, mais si là, en 2025, on y autorise déjà de sortir avec une escorte, ça va être quoi dans quelques mois? Il va sortir sans escorte? Dans le coin de Gatineau, à l'endroit où les parents de la victime y habitent encore, à l'endroit où tout le monde a été choqué de ce crime-là. On sait qu'il a attaqué quelqu'un qu'il connaissait même pas. On sait pas ça pourrait être qui la prochaine victime. Fait que tout le monde, toutes les femmes, toutes les filles, autant de Gatineau que de Québec, que de Montréal, que de tous les environs, tout le monde va avoir peur, genre, que lui, potentiellement, que dans quelques mois, il peut être dans la rue tout seul ou avec une légère supervision, puis que dans même pas 2 ans, il sorte, genre. Oui, puis on le sait qu'il est pas capable de contrôler ses pulsions, puis que... C'est ça. Puis la fille de Christine Dubé, elle va dire quelle sorte de message que ça envoie aux délinquants sexuels, ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, tout le monde va se dire comme qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon, comme ils vont se faire aider tout le reste de leur vie. Ce qui est triste aussi, c'est que à chaque fois que Stéphane va demander une sortie, à chaque fois, il va y avoir une audience, puis à chaque fois, la famille de Christine Dubé vont être avisés, puis à chaque fois, ils vont pouvoir se présenter pour dire « Non, on veut pas qu'il sorte ». La pétition, elle a encore lieu à ce jour. Au moment du 25 septembre, là, au moment de l'audience, il y avait 400 signatures. C'est pas beaucoup, là. Ça veut dire que la voix des victimes est pas assez grande, là, est pas assez forte. Puis en ce moment, j'ai été voir, la pétition est à 1300. Signature. Ça l'a quand même beaucoup augmenté, puis j'aimerais ça que ça l'augmente encore plus. Justement, je vais la mettre en lien, là, en description, puis si vous pensez comme moi, si vous avez les mêmes opinions à peu près, allez signer. Moi, je l'ai signé, la pétition. Je vous encourage à le faire. Je veux pas non plus vous obliger. Si vous sentez que cet homme a droit à une deuxième chance, ben garde, signez-la pas, puis je vais pas vous en vouloir. Là. Tout le monde a droit à son opinion, mais moi, personnellement, je l'ai signé, puis je trouve que ce serait bon de continuer à le faire parce que la famille, eux, ils ont une sentence à vie. Comme ils ont dit dans beaucoup d'entrevues, là, ils ont une sentence à vie. Ils reverront jamais Christine Dubé. Ils vont toujours avoir à vivre avec ça. Puis à chaque fois que ce dude-là va faire un pas, genre il va faire un pet, ben ils vont le savoir, puis ils vont repasser à travers tous leurs mauvais souvenirs.
s'il vous plaît, comme, on peut-tu les aider puis leur montrer au moins le plus de soutien possible, puis leur montrer qu'on est avec eux, puis qu'on les comprend, puis qu'on veut pas, si qu'ils vivent ça à chaque fois, qu'ils demandent une fucking sortie, genre... C'est tellement injuste, là. Ça me fâche. C'est tellement une histoire qui me fâche, puis je sais que je me suis mis un peu dans l'eau chaude en faisant cette histoire-là, parce que techniquement, là, peut-être que demain, Stéphane Mongeon a une sortie, là. Peut-être qu'il va être à Montréal, là. Peut-être qu'il écoute des podcasts de true crime, là. Non, mais dans le sens que, comme, j'ai parlé d'un cas qui est tellement près de nous, mais crime, on peut-tu, genre, transmettre l'information? Il y a aucun podcast qui a été fait à ce sujet. Il y a pas d'articles qui sont sortis depuis la dernière audience qu'il y a eu. On doit continuer d'en parler, on doit continuer de signer la pétition, on doit montrer aux victimes qu'on est là, puis qu'on les soutient. Ça me surprend que j'avais pas vu ça passer. Ou si j'ai vu, tu sais, des notifications genre la presse, ben, ça me disait rien, Stéphane Mongeon, fait que j'ai pas tant lu. Mais on devrait le crier sur tous les toits, là. Comme, tu sais, Guy Turcotte, là, quand on pensait le libérer, là, tout le monde en parlait, là, c'était le public était fâché. Ben, il mérite le même traitement sans décider pour lui qu'il s'est libéré ou pas, mais qu'on en parle, qu'on entende les victimes, qu'on entende les opinions de la population. Là, ça passe vraiment sous le radar. C'est dangereux parce qu'à un moment donné, c'est quoi, dans 2 ans, il veut juste avoir un article. Ça fait 6 mois qu'il est libéré. Puis là, on va être comme, hein? Ben oui. Je te jure, là, tout le monde, faites le test, là. Vous tapez Christine Dubé sur Internet ou Stéphane Mongeon, il y a 10 articles dessus. C'est tout. Maximum. T'écris « bonhomme sourire », pis t'as genre 40 000 pages sur Google. Mais t'écris fucking Stéphane Mongeon pis Christine Dubé, pis il y a 10 articles, pis il y a pas plus de pages Google que ça, il y a rien d'autre. Je veux juste finir en disant une affaire qui... C'est un fun fact, pas fun pantoute, là. Ma section fun fact, pas fun. Mais je voulais le mentionner. Quand tu cherches le nom de Stéphane Mongeon sur les internets, parce que bien sûr, je vais vous mettre plein de petites photos, en tout cas le plus que j'ai pu trouver sur les internets, sur les Instagram et les compagnies, pour que vous puissiez aller voir, avoir une image et tout. Ben quand tu cherches son nom pour avoir une photo, la première photo qui pop, puis c'est quasiment la seule qu'on trouve de lui sur Internet, c'est une espèce de mugshot de lui, mais il est en bedaine. Il est en bedaine, Tout ce que tu vois, c'est genre ses épaules, mettons, là, un peu de son chest, puis tu vois son poil de chest, il est en bedaine, il regarde le vide, il a l'air d'un parfait psychopathe, puis c'est ça la seule photo qu'on trouve. Ça montre quoi aux gens? Genre, c'est un gars qui a un problème d'exhibitionniste, puis sa mugshot, il est en bedaine. Mais attends, je vais aller voir. Mais what the fuck? Va voir, pour vrai. Genre, ça, là, c'est juste un mini détail que je voulais mentionner, mais genre, dans quel monde on vit pour que ce soit ça, genre... Pourquoi? Ah, mais pourquoi il est en chest? Tu le vois, Come on! Il est en chest, puis c'est pas une vraie mugshot, je sais pas c'est quoi cette fucking photo-là, mais c'est la seule, quasiment, qu'on a de lui. Je suis vraiment bouche bée, là, je sais pas. Je suis plus capable. Ouais. Ben, c'est fini. J'ai plus rien à dire. Cet épisode-là m'a mis dans tous mes états. Vous allez probablement être en crise comme moi, mais c'est tellement important qu'on en parle. Pour vrai, on dirait que, là, tu sais, j'ai des épisodes de prévus, tu sais, déjà trouvés et tout pour les prochains, là, mais faudra en faire un bientôt que c'est un bon coup de la police puis du système de justice, parce que là, ça n'a pas de sens. Ouais. On dirait que ça fait plein qu'on fait que c'est de l'hostie de merde puis qu'il y a pas de logique, on protège les accusés. Je suis comme, on peut-tu trouver un bon coup? Parce que je suis comme, on dirait que je suis perdue espoir. C'est une bonne idée. Genre, d'habitude, on fait des défis sur Patreon, mais là, on pourrait se donner le défi, à nous deux, qu'on essaie de faire un épisode où la police sont des héros, puis genre, ça finit bien. Puis des histoires de survivants, puis des histoires où au moins, justice a été rendue, genre. Oui, ouais. C'est une bonne idée. Parce que là... Non, parce que c'est vrai que ça arrive des fois, là, je veux dire, c'est pas tout le temps vrai que la police, ça va pas, là. On entend plus souvent les mauvais coups aussi que les bons coups, là. Oui. Mais parce que là, ça, on n'a même plus confiance en notre propre système de justice, à quoi bon, mais tu sais, en voulant dire, faut bien avoir foi en ça si on veut continuer, là.
Mais merci, Cré. Pour vrai, c'était vraiment un bon épisode, là. J'ai été vraiment captivée, puis on fait pas beaucoup de cas québécois, là. Tu sais, on touche à un peu partout dans le monde, là, mais c'est toujours un peu... Ça vient toujours plus nous chercher quand ça... c'est proche de la maison, tu sais. Vraiment. Ouais. Ben, merci pour vrai, bravo. Prenez soin de vous. Merci de nous écouter, Oui. chers cornets, chers auditeurs. On vous aime beaucoup. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait, Instagram, Facebook. Puis Oui. aussi, si c'est pas déjà fait, laissez-nous une note 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. C'est vraiment important. Ça prend 2 petites secondes de vos vies. Spotify, Apple Podcasts, vous pouvez même écrire un commentaire. Donc, si vous êtes en train de marcher, prendre votre marche du matin, du soir. Si vous êtes à la job, ben, prenez un petit 2 secondes pour laisser 5 étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Oui. C'est vrai, ça nous aide beaucoup. Puis sinon, ben, prenez vraiment soin de vous. Faites attention. Soyez prudents. Gros bisous. On veut rien qui arrive à personne. Oui. On vous aime. Répandez l'amour autour de vous et non la haine. Et puis, c'est ça. Mangez de la crème glacée pour vous remettre de cet épisode. Ouais. Écoutez le hockey. On est rendus des fans de hockey, là, nous autres. C'est vrai. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye! À la semaine prochaine!